Je suis sur un thème qui a un potentiel infini parce qu'il touche tout le monde, mais il y a une toute petite fraction de la population qui est consciente que c'est un thème pour eux. On peut certes s'acheter des choses avec l'argent, mais il y a plein de choses essentielles qu'on ne s'achètera jamais avec l'argent, principalement l'amour. Bienvenue dans Capitaine au Capitaine, le podcast qui explore le leadership et développe l'attitude capitaine. Fric, pognon, artiche, pèse, blé, rond, sous, thune, flouze, fraîche, oseille, pépette. Les mots ne manquent pas pour désigner l'argent. Voici pourtant un sujet dont on ne parle pas tant. Comprenez-moi bien, l'argent est certes omniprésent, mais nous ne prenons pas le temps de tisser avec lui un lien conscient. Qu'on le rejette ou qu'on l'adore, il peut devenir notre prison. Et l'on peut alors passer sa vie à rêver d'évasion. Quand certains recherchent la richesse dans un puits sans fond, d'autres méprisent les riches pour leur argent et ce qu'ils en font. Si l'argent n'a pas d'odeur, il nous fait sentir ce que l'on pense de nous-mêmes. Il nous fait même ressentir à quel point on s'aime. On croit qu'il nous faudrait plus d'argent pour devenir notre propre souverain, au point de devenir parfois l'esclave de notre gagne-pain. Que vous jetiez l'argent par les fenêtres ou que vous l'amassiez avec obsession, prenez donc un instant pour vous poser cette question. Que dit l'argent de vous? Pour nous aider dans cette réflexion, j'ai invité un expert de cette relation. Christian Junot ne répond qu'à un seul cliché. Il est suisse et a un passé de banquier. Gestionnaire de placement durant 17 ans, il est aujourd'hui auteur, conférencier et aide son prochain à vivre plus sereinement. Être ami avec l'argent, c'est l'épisode du mois dans Capitaine au Capitaine. Bonjour Christian. Bonjour Baptiste, mais quelle introduction, quelle verve, dis donc, magnifique. Écoute, on travaille, hein, ça se prépare l'épisode. Ah ben ça Non, n'a pas de euh, prix. je suis très flatté. Je sais que tu es un bon client, que tu es très pris, donc merci d'avoir répondu à l'appel des capitaines. En plus, pour celles et ceux qui nous regardent en vidéo, tu as même poussé le clin d'œil jusqu'à mettre une marinière. Donc je suis très honoré. Et puis, je crois que tu as été sensible au titre du podcast Capitaine au Capitaine. C'est un film qui a résonné pour toi, Le Cercle des Ah Poètes. oui, écoute, j'en parle à mon épouse lors du déjeuner aujourd'hui en lui disant ça te rappelle quelque chose et tout. Puis elle me dit non, non. Puis je lui expliquais la scène finale du film et j'avais les larmes aux yeux en expliquant cette scène finale. Tu vois, tellement elle m'a touché, elle m'a bouleversé. Enfin, ce film m'a bouleversé de manière générale. Et c'est vrai, comme je t'avais dit, rien que le titre du podcast, je dirais oui sans même savoir ce qu'il y a derrière. Tellement ça me rappelle quelque chose. Je me dis, celui qui met ça doit forcément être quelqu'un de bien et quelque chose de bien. Bon, merci en tout cas. Bah, il y a un autre clin d'œil pour être honnête, sur le mot capitaine. C'était aussi le poème préféré de Nelson Mandela, qui est le titre de sa biographie Invictus, un poème de Ernest Henley. Et peut-être, alors je dis juste les deux derniers vers parce que voilà, je ne veux pas lire toute la poésie, mais peut-être ça peut te parler dans ta perception de l'argent. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Voilà, donc c'est ça l'autre clin d'œil poétique. Je le disais, deux parties, l'argent à titre personnel, à titre collectif, ça m'intéresse aussi, puisque tu interviens beaucoup auprès des entrepreneurs, des indépendants, mais ça m'intéresse aussi qu'on accueille ce sujet dans le monde de l'entreprise. Et l'argent au sens large, sa représentation, c'est un questionnement que j'ai qui m'intéresse aussi au niveau sociétal, notre mythologie de l'argent un petit peu, et puis t'entendre sur le leadership. Pour entrer dans le vif du sujet, peut-être que c'est notre culture française, mais moi, j'ai jamais entendu autour de moi quelqu'un qui me dit, Tiens, Baptiste, je m'interroge sur ma relation à l'argent, est-ce que tu connais quelqu'un? C'est quoi le déclencheur des gens qui viennent te voir, qui viennent à tes formations? C'est quoi les symptômes qui nous font dire, Ah, il faudrait que je bosse ça? Ben, il y a une condition sine qua non pour 100% des personnes, et elle paraît anodine mais ne l'est pas, c'est qu'ils ont conscience qu'ils ont une relation à l'argent. Parce qu'une grande majorité de la population n'a juste pas conscience qu'il a une relation à l'argent, puis c'est un non-thème, c'est un thème tabou, comme si un thème qui n'existait pas. Donc comment est-ce que je m'occuperais d'un thème dont j'ai même pas connaissance qu'il existe? Donc ça c'est la première condition. Ils ont conscience d'une relation à l'argent et ils se rendent compte que de son rapport à cette invention, ce truc-là qui s'appelle argent, que c'est pas aussi fluide que ça pourrait, soit parce que ça génère des peurs, ça génère des blocages, ça génère des empêchements,
ou peut-être que l'argent fout le camp trop vite parce que je suis un peu dépensier compulsif ou j'attire des événements compliqués, voilà, ou que j'ai des plafonds de verre, enfin, que c'est pas aussi fluide que ça et que ça mériterait peut-être effectivement de s'interroger un peu plus sur ce thème-là. Donc, ça, il y a au moins ces deux conditions, je dirais. Et c'est vrai que c'est le paradoxe de mon thème, hein, parce que tu disais, je suis expert de l'argent, moi je suis expert de la relation à l'argent, ce qui n'est pas la même chose pour moi. C'est vraiment le mot relation qui fait toute la différence. Et ce que je partage parfois, je dis, c'est un petit peu le truc bizarre, c'est que je suis sur un thème qui a un potentiel infini parce qu'il touche tout le monde, mais il y a une toute petite fraction de la population qui est consciente que c'est un thème pour eux, alors que c'est un thème qui potentiellement touche tout le monde et qui mériterait d'être traité, à mon avis, par beaucoup de personnes, ou en tout cas une majorité de la population. Donc c'est comme si j'avais à défricher, tu vois, à défricher un peu le terrain pour faire prendre conscience aux personnes, oui, vous avez tous une relation à l'argent, et puis peut-être bien elle vous freine dans votre vie bien plus que vous ne l'imaginez, comme elle m'a freiné moi-même en restant dans un poste qui me convenait pas pendant bien trop longtemps, parce que j'avais des grosses peurs de manquer, j'avais une relation à l'argent un peu compliquée et pleine de peur surtout. Hmm. Oui, alors ça a été ton déclencheur. Alors, j'ai pas la chronologie exacte, tu me reprendras si je suis dans le faux, mais un des premiers forts déclencheurs, c'est ton fils, Joël, qui à table dit un jour, Papa est radin. Alors toi, tu reconnaissais que tu étais un écureuil compulsif, que tu provisionnais tous les risques que tu pourrais peut-être avoir pour les mettre sur ton compte en banque, et que malgré cette forte somme d'argent de plusieurs dizaines de milliers d'euros, eh bien, voilà, tu étais en alerte dès qu'il y avait un petit découvert. Ça t'a beaucoup touché. Parce que tu t'es dit, moi ça m'a ému aussi, tu t'es dit, s'il ne me voit pas aussi généreux qu'il aimerait, il se peut qu'il pense que je ne l'aime pas. Et ça a Mhm. été ton déclencheur Ouais. personnel. Ouais, c'est l'histoire que je me suis racontée à ce moment-là. En plus, le fait que ni son frère, ni sa sœur, pire, ni mon épouse ne m'ont défendu. Donc, ça crée un moment de solitude. Je rigole maintenant, mais je rigolais pas sur le moment, je peux te dire. Et puis, effectivement, c'est la première pensée, mais éclair qui m'est venue, c'est celle-ci. Et heureusement pour moi, je ne suis pas allé vérifier. Parce que j'étais allé vérifier, je suis à peu près certain que j'aurais dit, mais non, papa, ça n'a rien à voir avec l'amour que tu as pour moi, probablement, et que ça m'aurait soulagé. Mais le fait d'être Mm. resté avec ça, c'était tellement inconfortable, ça m'a fait prendre conscience que j'avais un rapport à l'argent compliqué et qu'il serait temps que je m'en occupe parce que mon épouse, de temps en temps, m'envoyait des signaux, me disait, t'es trop stressé avec l'argent, t'es trop ci, puis moi, je ne voulais rien entendre. Ma manière de faire, très rigide, très contrôlante, était la seule et unique, bonne, avec l'arrogance qui était la mienne. Et à un moment donné, ça m'a ouvert à ça et c'est effectivement, c'était le déclencheur, c'est vrai. Donc pour utiliser peut-être ton exemple personnel pour que ce soit utile à notre audience, un premier bon conseil peut-être que ce serait d'aller poser la question à notre entourage, notre feedback, comment tu me vois, enfin, comment tu évalues mon rapport à l'argent et d'aller chercher voilà, le point de vue des gens qui nous entourent pour, ne serait-ce que pour vérifier qu'il est plutôt sain. Tu disais il y avait des messages en creux qui étaient là, mais que tu ne savais pas entendre, quoi. Ouais, et puis tu sais, souvent, absolument, j'ai plein de signaux que je ne voulais pas voir. Et souvent dans les couples, ce qui se passe, c'est que chacun pense que le problème est chez l'autre. Tu vois, moi, le premier, j'aurais dit, oh non, mon épouse, elle est trop dépensière, même qu'elle l'est pas beaucoup. Mais quand on a peur de manquer, comme j'ai peur de manquer, l'autre est forcément trop dépensier. Et Mhm. donc, je pensais que c'est elle qui va faire un atelier si ça existait, pas moi. Et j'entends très souvent ça, tu vois, de dire, ah oui, mon mari ou ma femme devrait venir faire un atelier avec toi. Mais c'est toujours l'autre qui doit faire. Donc, tant qu'on pense que le problème est chez l'autre, personne s'en occupe. Puis dans un couple, si chacun pense que c'est l'autre qui doit venir, ben, personne va venir. Et quand j'ai des couples qui viennent ensemble, c'est génial parce que les deux se rendent compte qu'ils ont un bout de chemin à faire pour se rencontrer de manière un peu plus paisible sur ce thème-là. C'est la citation de Carl Jung, ce qui nous irrite chez les autres nous renseigne sur nous-mêmes, c'est qu'ils ont parfois trop de ce qu'on n'a pas assez. Ah ouais, c'est ce que je développe beaucoup dans le deuxième livre sur l'effet miroir. Effectivement, ce que l'autre vient faire miroir chez moi. Tout à fait. Ok. Alors, c'est là où je ne sais pas si c'est un peu avant ou après, concomitant. En tout cas, tu fais un stage, tu fais une découverte en écoutant une émission radio. Tu découvres Thomas Dansembourg, tu participes à l'un de ses stages. Et là, c'est le grand déclic, une vraie claque. Donc, ta clé d'entrée, c'est la communication non violente. Tu restes en poste dans cette grande banque suisse où tu n'es pas complètement épanoui, mais tu fais, je crois, hein, plus de 20 jours par an pendant 4 ans de CNV pour, voilà, pour travailler cette dimension-là, pour creuser ça.
Et en tirant le fil, je résume un petit peu, hein, mais tu tombes sur le fameux Peter Koenig qui est devenu un peu ton mentor, qui arrive à mettre des mots sur ce que tu ressens depuis tant d'années. Et ça te libère, le fait de pouvoir exprimer tout ça. Et c'est ta clé d'entrée vers, voilà, vers, on va dire, le développement personnel au sens large. Comme c'est un processus infini, finalement, comme c'est un travail sur nous-mêmes, ce serait quoi ton dernier grand apprentissage personnel par rapport à l'argent? Ouf, mon dernier grand apprentissage personnel, j'ai la peine à te dire parce que je pense pas qu'il y ait de grands apprentissages personnels. Je continue d'accueillir des parts de moi que j'ai tendance à rejeter. C'est un travail infini et je dirais ce qui pour permettre de créer toujours plus d'unité, tu vois. Et souvent c'est des parts qu'on peut trouver assez horribles, donc on n'a pas très envie de les accueillir, mais en même temps, si l'unité c'est tout, ben tout c'est tout, quoi. C'est pas juste une partie, ce qui m'arrange, et puis ce qui m'arrange pas, je le mets de côté. Hmm. Je sais que j'en ai accueilli quelques-unes, mais je dirais quand même ce qui reste quelque chose assez souvent d'actualité, ce sont les plafonds de verre, c'est-à-dire que on casse un plafond de verre qui peut être en termes de revenus, de réussite et autres, et puis il y a un autre qui se présentera un moment plus tard, et puis un autre parce que chaque nouveau niveau de succès, en général, il vient souvent une peur avec. Il y a peut-être un désir, une envie, mais il y a une peur qui vient avec. Et si on s'occupe pas de la peur, qui est inconsciente la plupart du temps, ben il y a tout qui fait, en tout cas, il y a peu de probabilité d'arriver à casser ce plafond. Donc Hmm. ça, en tout cas, c'est des choses c'est des choses que j'ai vécues encore ces derniers temps. Je dirais, je pense cette année encore un autre plafond de verre à casser. Ouais, oui, j'ai senti dans tes vidéos que tu disais là maintenant, tu voulais accéder à une autre dimension encore, que tu étais content de la reconnaissance que tu avais, du succès relatif que tu pouvais avoir acquis jusqu'à présent, mais je te sentais sur une énergie justement d'aller encore au-delà, de prendre encore une autre grande dimension, non pas dans le sens financier, mais dans le sens contribution. Toi, c'est ce qui te Oui. tient à cœur, c'est d'avoir plus d'impact. Ben, si tu veux, et je pense que là c'est important d'amener une nuance, c'est que très souvent les personnes elles veulent plus à partir d'un endroit de manque. Tu vois, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de réussite, je suis pas assez reconnu, je suis pas assez quelque chose. Et j'ai beaucoup fonctionné là-dedans en ayant peur de manquer, on a un esprit de manque presque en permanence. Alors qu'aujourd'hui, je suis fort ancré dans un esprit d'abondance, c'est-à-dire de voir tout ce qui est déjà là et vraiment de pouvoir honorer et être dans la gratitude pour tout ce qui est déjà là. Donc aujourd'hui, si tu veux, la vie que j'ai, je la trouve magnifique et vraiment, je suis très heureux d'être justement acteur de cette vie, mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Et simplement, ma perception, c'est que le message que je porte grâce aux travaux de Peter, grâce à mon parcours, à ce que j'ai reçu, et ce que j'ai reçu, j'ai inclus plus grand que moi, fait qu'à mon avis, ça doit être entendu par plus de personnes. Et vraiment, tu vois, je dissocie vraiment le message de moi, Christian Junot, parce que moi, Christian Junot, je suis un grain de poussière là au milieu. C'est pas moi qui vais faire une différence sur Terre. Simplement, c'est comme si on m'avait donné un cadeau et que ce cadeau-là, le garder juste pour moi ou dans mon coin, dans mon quartier, ce serait du gâchis. Et me dit, eh ben, à un moment donné, j'ai à ce qui puisse être offert au plus de monde possible même si ça me fait peur, même si d'aller dans d'autres médias que si j'ai l'habitude peut me faire peur, parce que je sais que mon message peut déranger aussi, et quand il dérange, potentiellement se fait démolir, je me dis à un moment donné, te restreindre ne serait pas juste, ce serait comme pas honorer ce que tu as reçu, ce que tu as la chance de porter. Alors ça me parle parce que je ressens un peu la même chose à mon niveau à moi, où je me dis là en ce moment, une de mes réflexions, c'est de me dire, j'ai le sentiment de porter un message, si tu veux, en toute humilité, qui peut déranger ou qui n'est peut-être pas assez affirmé. J'ai l'impression que je ne le crie pas assez fort ou qu'il n'est pas entendu. Et je me dis, bah, peut-être que c'est cette fameuse peur du regard des autres qui m'empêche aussi de le crier plus fort, par peur de déranger, par peur de perdre du business, peut-être, certains clients qui pourraient être. Ça, c'est la peur, la peur du regard des autres, tu dirais, c'est la clé d'entrée un peu pour ça, ou en tout cas, c'est la peur la plus prégnante que l'on a par rapport à notre relation à l'argent, au succès. Alors, pour moi, la peur de regarder les autres, elle est largement au-delà d'une question d'argent, hein. Elle peut se manifester dans tous les domaines de la vie, y compris avec l'argent. Euh, mais simplement, si tu veux, je pense que c'est ce qui empêche le plus d'êtres humains d'être libres. C'est vraiment cette peur-là
que finalement, il y a des préoccupations par rapport au regard des autres. Et même les gens qui ont passablement d'argent ont cette peur-là. D'ailleurs, en France, on dit vivons heureux, vivons cachés à un certain nombre d'endroits. Ça parle bien de ça aussi. J'ai accompagné des dirigeants d'entreprises, d'une association où plusieurs d'entre eux m'ont dit, ah non, mais j'ai la voiture spéciale pour venir au travail, pas trop grosse, parce que qu'est-ce qu'on va dire de moi si j'ai une belle voiture, machin, tu vois. Donc, on voit que quelque part, on n'ose pas être soi-même. Hein. Tu sais, le deuxième livre, On fait un livre d'être soi-même, ça parle vraiment de ça, quoi. De toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ou quoi qu'on fasse pas ou qu'on dise pas, les gens penseront ce qu'ils veulent de nous. Ça, c'est la Mm. communication violente m'a beaucoup aidé à prendre la distance. Je n'empêcherai jamais personne de penser ce qu'il veut de moi. Moi, mon seul job, c'est comment je peux accueillir cela, comment je peux ne pas être démoli au moment où on va me critiquer, on va me juger alors, sur les réseaux sociaux et autres, des gens qui me connaissent pas la plupart du temps. Comment je peux rester droit dans mes bottes en disant, OK, ça leur appartient, je ne le prends pas. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent de moi, mais je suis pas obligé de prendre ça comme un acquis, comme étant une réalité. Donc, c'est à un moment donné, c'est vrai qu'on crée beaucoup de liberté dès le moment où on se dit, ben, ça plaira pas, ça appartient à chacun, mais c'est pas à moi. Moi, je peux faire ma part avec honnêteté, avec transparence, et après, chacun a sa part à faire. Mais si tu Mm. veux, tu as derrière la notion, tu parlais de toi et de cette peur-là, tu dis, et souvent, la question que je pose, c'est de dire, c'est quoi le pire qui puisse t'arriver si tu te mets à clamer haut et fort, à t'autoriser, à donner plus d'ampleur à ton message, c'est quoi le pire qui puisse arriver? C'est une question puissante, hein, parce que dans les réponses, elles sont des fois surprenantes, mais elles sont importantes, ces réponses-là. Je sais pas si tu as une réponse Mm. qui vient, si tu as envie de partager quelque chose ou pas. Oh non, une réponse. Enfin, j'ai pas beaucoup réfléchi. Peut-être que j'aurais une réponse un peu plus profonde en y réfléchissant, mais non, bah, ce qui me vient spontanément, c'est la peur d'être moqué ou la peur d'être rejeté. Et souvent, c'est ça, c'est d'être rejeté amicalement, d'être rejeté professionnellement ou d'être, oui, d'être moqué. Ouais. Ouais. Ok, mais tu as souvent les meilleures réponses, c'est les premières qui viennent, c'est pas celles avec lesquelles on réfléchit. Parce que des fois, des personnes qui ont des réponses qui eux-mêmes, ça les surprend. Et c'est pas d'où ça vient. Moi, ce qui m'est souvent venu, c'est la peur de me faire lapider. Et puis le mot qui me venait plutôt tout à l'heure, c'est lyncher. Et tu vois, c'est pas des mots anodins, parce que déjà d'où ils viennent. On n'est pas, j'habite pas un pays où on se fait lapider. On peut se faire lyncher médiatiquement, ça c'est vrai. Mais c'est un mystère, mais c'est un mot qui revient souvent chez moi. Alors, ça dépend des croyances qu'on a. Hein. Est-ce que c'est une autre vie? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est une mémoire familiale? J'en sais rien. Mais c'est comme le mot qui vient. Donc, aussi longtemps que je n'arrive, si je ne traite pas ce genre de peur-là, c'est clair, j'ai toutes les raisons de me replier un peu. Moi, je suis beaucoup vu dans le monde du développement personnel, qui est un monde assez confortable, même si tout le monde n'aime pas ce que je fais. Et évidemment, chacun a le droit. Mais si tu veux, c'est une sorte de microcosme, donc quelque part, on a quand même quelques idées communes, quelques valeurs communes. Mais dès le moment où je vais arriver dans le grand public, c'est sûr que les gens sont pas forcément prêts à entendre ce que j'ai à dire, y compris des gens fortunés ou des dirigeants d'entreprise et tout ça. Et là, effectivement, ça demande un autre niveau de courage, parce qu'en plus, ces dernières années, on a comme vu un certain nombre de gens se faire lyncher alors qu'ils arrivaient plein de bonnes intentions, et qu'ils étaient même très sérieux, et qu'ils avaient des vraies connaissances. Pas ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait entendre, par exemple. Donc c'est vrai que ça va demander du courage. Et chaque fois que je me dis, qu'est-ce qui t'empêcherait de faire ça? Et que je me dis, c'est une peur, mais au fond, c'est mon ego qui est derrière derrière cette peur-là. Chaque fois que je me dis, c'est mon ego, je me dis, c'est pas grave. Il n'y a pas très longtemps, je témoignais à la télévision suisse d'une grosse perte financière que j'ai fait dans un placement qui me semblait être un placement éthique. Et à un moment donné, je cherchais des témoins. Puis j'ai dit, ben, je vais y aller. Qu'est-ce qui m'empêcherait d'y aller? Je dis, ben oui, c'est l'ego. T'es ancien banquier, spécialiste conseiller en placement, t'es expert de la relation à l'argent, et tu viens dire que t'as perdu quelques dizaines de milliers d'euros, tu vois. Ça fait un peu con quelque part. Enfin, ça peut faire un peu con. Ça peut paraître con pour certains, tu vois. Mais je dis, si moi, je ne vais pas parler d'argent, dans ces moments-là, qui va le faire? Donc, je dis, ça, c'est ton ego, il gérera ça d'une manière ou d'une autre, je m'en sortirai, je vais pas mourir, donc j'y vais. Évidemment que ça m'a pas fait plaisir, d'annoncer ça. Et puis que les gens en général n'osent pas me dire qu'ils ont entendu parce que tu vois, ils sont gênés pour moi. Il y en a comme un ou deux qui m'ont dit, je t'ai quand même entendu le parler, etc. Donc, ok, c'est pas plus grave que ça, je veux dire. Ça monte à un moment donné, je dis, bah oui, montre l'exemple. Si on parlait tous ouvertement des coups, on a fait des mauvais placements, ou on s'est fait arnaquer, ou ci ou ça, ben ça permettrait peut-être qu'il y en ait moins qui le vivent parce qu'on en parle. Si chacun le garde pour soi honteusement, on va pas faire évoluer les choses et les consciences.
Oui, puis ça résonne pour moi, puisque je parle de leadership et donc d'intégrité. Ben, voilà, c'est aussi lié à ce principe d'authenticité. Donc, je vais y réfléchir. Merci pour cet effet miroir. Bon, alors je vais continuer, je vais en profiter, je vais me payer une séance de coaching gratuite avec cet épisode parce qu'une autre peur qui peut me traverser, bizarrement, parce qu'on parle souvent de la peur de l'échec, qui rejoint peut-être aussi le regard des autres, bien sûr, mais moi, celle qui me traverse en ce moment, c'est un peu la peur de réussir. Parce que je me dis, si mon projet, alors même pas en termes de revenus nécessairement, mais en termes de succès, en termes de développement fait x5, x10, bah peut-être que ça va venir titiller un peu trop l'équilibre familial, le temps que j'ai pour mes loisirs, etc. Et je sens que j'ai ce frein-là qui est attaché. C'est quelque chose que l'on nomme pas assez, peut-être la peur de réussir. C'est quelque chose que tu vois dans tes accompagnements aussi. Oui, oui, puis ça parle du plafond de verre en lien avec la réussite. Et si tu veux, tu as déjà donné la réponse aussi à la question que je poserais aussi. Et si tu avais beaucoup plus de réussite, c'est quoi le pire qui puisse t'arriver? Et certains vont parler exactement comme toi. Perdre mon équilibre de vie, plus de temps pour ma famille, plus de temps pour mes loisirs, pour mes amis. Ce que j'entends souvent, c'est j'ai peur de faire un burn-out. En général, les gens qui disent ça, ils en ont déjà fait un avant. Ils ont peur de revivre ça, tu vois. Peur d'être englouti, dépassé, enfin de disparaître sous une forme de vague que je n'arrive pas à maîtriser. Et c'est vrai que j'entends très souvent ça. Et au fond, ce que je dis souvent, c'est que vous oubliez une chose, c'est que si vous avez beaucoup plus de réussite, vous aurez probablement aussi bien plus de monde qui vont gérer plein de choses que vous gérez maintenant. Vous allez, moi, j'ai la chance aujourd'hui de me concentrer vraiment sur ce que j'aime faire, ben, des podcasts comme avec toi, ou des interventions, des ateliers, des conférences. Et le reste, je l'ai délégué. Le reste, ça me prend de l'énergie, ou c'est pas ma zone de génie, ou c'est pas là où je suis spécialement à l'aise ou que je prends du plaisir à ça, je le délègue et d'autres le font, ils aiment faire ça. Et si tu veux, tu peux le faire aussi quand tu arrives à un certain niveau de succès, y compris financier, parce qu'il s'agit quand même de payer ces personnes-là aussi. Et ce qui veut dire que, bah, pour te donner un exemple, cette année avec mon épouse, on a trouvé que l'année passée, on est comme trop voyagé et tout, que ça me convenait pas, parce que la réussite potentiellement, je dis souvent l'abondance, on doit aussi apprendre à gérer, tu vois, l'abondance de demandes. Je reçois un nombre de demandes, je fais des podcasts, des émissions, des choses comme ça. On doit aussi apprendre à gérer ça, autrement on peut s'y perdre. Et cette année, avec mon épouse, on a décidé qu'une semaine par mois, on arrêtait, pas de rendez-vous, pas de travail. On va rester à la maison tranquille, on va faire du ski en hiver ou autre chose. C'est égal, mais on arrête une semaine par mois. J'ai jamais pu le faire avant. Et maintenant, je le fais. Donc, tu vois, le fait d'avoir un certain niveau de réussite me permet aussi de me mettre ces tranches d'arrêt et puis de savoir que même quand je suis en vacances, potentiellement, il y a des gens qui achètent mes livres et tout. Il y a quelques revenus qui peuvent être générés de différentes manières aussi ou pas d'ailleurs, c'est pas ça la question. Mais je dis pas là, c'est que très souvent, on voit un scénario qui est peint le diable sur la muraille et il y a un autre scénario qu'on n'arrive pas à voir. Et ce Mhm. scénario-là, il est plus joyeux et si tu veux, si tu as 5 ou 10 fois plus de personnes qui regardent tes podcasts, par exemple, aussi, eh ben, effectivement, certainement que tu auras un peu plus de demandes, mais tu auras certainement du monde également qui va s'occuper de répondre à des choses comme ça. Ce que je retiens pour moi-même dans ce que tu viens de dire, c'est que je peux m'appuyer sur le fait que j'ai été capable jusqu'à présent de me créer un certain équilibre pour moi-même, pour ma famille, donc de Bien sûr. m'appuyer là-dessus dans un autre contexte, j'ai les capacités finalement pour pouvoir recréer un équilibre dans un autre environnement, dans un autre contexte. Ok, bon, bah, on avance sur ma thérapie personnelle. Il y a une autre. Bon, alors, bien sûr, il y a plein de choses, hein, c'est systémique, tu aimes à le dire, ça vient. L'être humain, il est un peu comme un millefeuille, donc quand on touche quelque chose, une croyance, une valeur, ça vient faire bouger d'autres choses. Parmi les éléments que j'ai beaucoup entendus aussi, il y a les loyautés familiales. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement vierge au départ de notre relation à l'argent puisque on a dans notre éducation entendu des choses de nos parents, de nos grands-parents. On a vécu des choses aussi. Moi, je sais que j'ai un papa voilà, qui a entrepris et qui s'est cassé la binette et on en a souffert à un âge où j'étais en construction, où j'étais adolescent, donc ça m'est resté. Euh, Comment on peut se détacher de ça un peu? Parce que je me dis, foncièrement, je me dis consciemment, je ne suis pas mon père, je ne suis pas si. Et puis, oui, ma grand-mère, elle appelait les riches les nantis, tu vois, parce que c'était des agriculteurs, donc c'était pas bien d'être riche. Mais comment, au-delà du conscient, de dire, oui, bon, alors je me détache de ça, c'est tenace quand même, ça. Alors, oui, mais
ce qui est important, c'est que toi, tu as déjà mis de la conscience sur ce certain nombre de fonctionnements, si tu veux. Ce que beaucoup n'ont encore pas fait. Et c'est vrai que dans mon livre, sur que l'argent de vous, il y a tout un questionnaire qui permet justement de faire ça. Et dans tous mes ateliers, on le fait systématiquement parce que c'est vraiment au cœur de notre rapport à l'argent. Comme tu l'as dit, dès notre naissance, nous portons dans nos gènes un historique familial pour une partie que nous ne connaîtrons peut-être jamais et pourtant qui va influencer un certain nombre de nos actions. Et je dirais le problème de la loyauté, c'est que souvent on prend tout le paquet par peur d'être rejeté, d'être banni du clan, parce qu'il y a une époque, être banni du clan signifiait la mort, et on porte encore, je pense, cellulairement cette peur-là. Donc, d'être accueilli, d'être un groupe, on est plus fort, on est plus en sécurité. Mais simplement, pour être accueilli et pour rester dans le groupe, on va apprendre les codes, souvent qui existent, sauf si on est rebelle, puis on va parfois s'exclure soi-même ou se laisser exclure du clan. Mais à un moment donné, on va prendre les codes, même si dans les codes, il y a des choses qui ne nous correspondent pas. Et dans les codes, ça peut être, si je prends l'exemple financier, il y a des gens qui viennent de familles plutôt je dirais, financièrement plutôt désavantagés et qui ne s'autoriseront pas une grande réussite financière parce que je sortirai du lot et je sors du clan dans lequel je suis. Donc on va ou vivre la même chose, ou s'autoriser un petit peu mieux parce que c'est acceptable, mais pas la grande réussite, tu vois. Je viens de milieux ouvriers, ou parfois j'ai des personnes qui viennent de milieux où les parents étaient communistes ou étaient syndicalistes ouvriers. Et comment j'ose avoir une réussite en tant qu'entrepreneur parce que je passe dans le clan des méchants, tu vois. Et tu Mm. vois, et ça va amener des freins inconscients pour la plupart des personnes qui vont dire, c'est dingue, j'ai beau faire beaucoup d'efforts, j'arrive pas à avoir plus de réussite que ça, parce qu'il y a comme une élastique qui me tire en arrière. Alors j'essaie d'aller de l'avant, et une élastique qui me tire en arrière. Et si tu veux, Mm. c'est ça qui est important d'aller voir, de voir de quelle histoire familiale je viens. Et je prends ton exemple, je ne sais pas ton père s'il a eu une certaine réussite ou pas avant de faire faillite, mais en supposant qu'il a une certaine réussite, toi, tu auras encodé peut-être, quand il y en a une réussite, il y a un prix à payer. Donc, content de ne Mm. pas avoir trop de réussite, tu vois. Parce que Ouais. toi, tu as vécu la douleur de ça. Mon père a fait 2 faillites, mais j'étais adulte les 2 fois, donc j'ai pas eu le prix à payer de ça. Mais mon petit frère, qui a 12 ans de moins que moi, a vécu un vrai traumatisme de cette première faillite, d'après ma mère. Et aujourd'hui, il est directeur d'entreprise, mais il a toujours dit, je ne serai jamais patron, tu vois. Donc, on peut bien voir que ça a laissé une trace parce que on a tous été entrepreneurs, mais lui, jamais de la vie. Mm. Mais moi, je viens aussi d'une série de Ligue d'hommes, ils ont tous fait faillite. Donc, simplement, mieux vaut avoir l'information et pouvoir la traiter que de subir, parce que je suis pas meilleur qu'eux, je suis juste le premier à le voir. Et étant le premier à le voir, je peux traiter ça pour dire, OK, je vais être déloyal à ce fonctionnement, à ce comportement qui est de ne pas s'autoriser à avoir une réussite pérenne. Autrement dit, moi, ce que je pouvais voir, en tout cas dans mon histoire à moi, c'est que dans cette famille qui venait d'un milieu très terrien, quelque part, dès qu'il y avait un peu de réussite, tu vois, poupe la faillite et on revient sur terre, tu vois, on revient de là où on vient, tu vois, quelque part. C'est le Mm. truc un peu, t'as voulu péter plus haut que ton cul, une belle bagnole, une belle réussite, hop, la vie va te ramener là, mais inconsciemment, on va prendre des mauvaises décisions pour revenir à cet endroit-là. Donc Mm. voilà, donc ça, j'ai pas envie de ce fonctionnement-là. Autant je peux être très loyal à des valeurs. Mon père avait une grande honnêteté avec ses clients. Je trouvais admirable la manière dont il traitait ses clients. Donc il conseillait ses clients et j'ai vraiment envie de garder, de chérir cette valeur d'honnêteté avec mes propres clients. Mais j'ai pas envie de garder le fait de payer le prix que ton certaine réussite. Non, ça, je laisse ça. Donc je suis et loyal et déloyal. Tu vois, c'est vraiment de faire son marché, de choisir qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je lâche. Et c'est vraiment important de se souvenir qu'on n'est pas déloyal à des êtres humains, parce que ça serait une erreur. Alors, nous sommes issus de ces êtres humains. Si je suis déloyal à eux, c'est à moi que je suis déloyal en même temps. Je suis déloyal à des comportements, déloyal à des croyances. Des croyances, comme disait ta grand-mère, quand on dit les riches sont des malhonnêtes, les riches sont des profiteurs, si j'étais biberonné à ce genre de choses-là, il y a fort à parier que j'aurais un plafond de verre sur les revenus, parce que j'aurais peur de passer pour riche ou sous ma fortune, de ne jamais avoir trop, de peur qu'on puisse penser de moi que je suis un malhonnête, un profiteur, tu vois. Donc, on n'est pas obligé de garder cette croyance-là, même si on l'a entendue, même si on la porte pour l'instant. Ok. Si notre passé a une influence sur nos croyances, qu'est-ce qu'il en est de notre entourage présent? À quel point nos proches, on dit, c'est une phrase qu'on entend parfois, on est un peu les 5 personnes ou les 10 personnes que l'on côtoie le plus. Est-ce que notre entourage contemporain, proche, a une véritable influence sur notre relation à l'argent?
Je sais pas s'il a directement une influence. Après, il a une influence si on le laisse avoir une influence. C'est-à-dire que si dans l'entourage proche, il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup, il est possible que je vais vouloir aussi prendre ses codes à lui, tu vois. Et Mhm. dans ce sens-là, oui, ça peut m'influencer. Je pense que l'influence, elle vient plus quand même et de l'histoire familiale, généalogique et de ma petite enfance. Parce que je pense que là, il y a beaucoup de choses qui sont plantées dans la terre et qui auront une incidence pendant longtemps. Après, je dirais, c'est plus tous les événements marquants que je vais vivre dans ma vie qui vont avoir une influence. Si effectivement je vois mes parents s'entre-déchirer au moment d'un divorce, peut-être je vais dire l'argent c'est de la merde, ça crée des conflits, tu vois, et je vais changer mon rapport à l'argent. Ou ça peut être lors d'une succession. Il y a tellement de successions où ça se passe très mal, où les gens se font la guerre, et que c'est si je vis ça comme marquant, donc plus un événement je le vis comme marquant, plus il va laisser une trace chez moi. Si j'arrive à le voir de l'extérieur en disant c'est vraiment dommage qu'il se passe ça, mais c'est leur histoire, ça va pas laisser les mêmes traces que si je suis impliqué émotionnellement, si je souffre avec eux, tu vois. Mhm. Donc c'est plutôt ça que je verrais, mais ça peut être effectivement, tout à coup, je me fais peut-être tabasser dans la rue pour me piquer mon porte-monnaie, et puis je me dis, ou parce que ou on me pique une bagnole, je sais pas quoi, puis je me dis, oulala, dès que tu as des signaux de richesse, c'est dangereux, et puis ça va peut-être influencer ma vie et mon comportement avec l'argent, c'est possible. Et sans faire de clichés sur la base de ton expérience, tu dis qu'il y a beaucoup plus de femmes dans tes accompagnements que d'hommes. Oui. Je veux savoir si tu l'expliquais et s'il y avait des spécificités par genre. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes ou inversement? D'accord. Alors, d'abord, pour la première partie de question, je dirais que dès qu'on parle de travail intérieur, ou en tout cas d'aller voir un petit peu à l'intérieur de ce qui se passe, les hommes sont pas à se bousculer. On sait que nous avons un peu plus de peine à aller voir notre intériorité, à aller voir nos peurs. Voilà. Donc ça c'est d'une manière générale, je l'ai vu dans toute série de cours, quel que soit le thème. Et c'est la même chose sur le rapport à l'argent. Par rapport au deuxième aspect, je dirais qu'il y a dans un premier temps quand même plus de points communs que de différences entre hommes et femmes. C'est-à-dire qu'on peut avoir peur de manquer qu'on soit homme et femme. On peut être dépensier compulsif qu'on soit homme et femme. On peut s'accrocher à son argent. Voilà, on peut aussi avoir des plafonds de verre aussi qu'on soit homme et femme. Donc il y a quand même beaucoup de points communs. Où il y a des différences, je dirais, c'est que les femmes vont plus rechercher ou vont plus projeter sur l'argent l'autonomie et l'indépendance parce qu'il y a forte envie que je peux très bien comprendre évidemment d'être indépendante financièrement d'un homme. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les femmes au niveau du monde du travail, ça reste quand même comme du travail rémunéré, j'insiste, je précise, ça reste relativement jeune par rapport à toute l'humanité, hein, autant de l'humanité. Bon, évidemment, il y a eu des périodes où les femmes ont plus travaillé que d'autres, mais globalement, si tu veux, moi je prends juste mon exemple. Alors, bon, bah, j'ai plus de 60 ans, mais quand j'étais gamin, la plupart de mes copains avaient une maman qui était à la maison, tu vois. Ils n'avaient pas une maman qui travaillait. Donc on peut voir que c'est venu quand même, c'est pas si vieux que ça, on parle de quelques dizaines d'années. Donc les femmes sur le monde du marché du travail rémunéré, c'est assez récent. Donc il y a comme de nouvelles habitudes à prendre, du savoir-faire, d'être à l'aise, tu vois, là-dedans. Et que ça, c'est un peu plus compliqué d'aller se valoriser, d'aller se mettre en avant pour les femmes, d'aller se mettre en avant d'autant plus que les femmes, pendant longtemps, qui se mettaient en avant et qui demandaient de l'argent, on appelait ça le plus vieux métier du monde, autrement dit la prostitution. Donc, dans les gènes, elles portent cette difficulté à oser se montrer et demander de l'argent aussi, si tu veux, là où les hommes seront un peu plus à l'aise pour le faire, en tout cas ne porteront pas peut-être cette ombre de la prostituée ou cette peur-là. Donc, effectivement, apprendre à se valoriser. Les femmes sont assez exigeantes avec elles-mêmes globalement aussi. Pour oser dire que j'ai des certaines compétences, je dois les avoir à un niveau élevé, là où les hommes sont peut-être un petit peu moins exigeants avec eux-mêmes, un peu plus de facilité à faire croire qu'on sait bien l'anglais, même si on balbutie quelques mots. Donc, je pense que c'est les quelques différences qu'il peut y avoir effectivement. Et malheureusement, alors ça c'est plus sociétal, hein, pour l'instant, bah, les métiers dits féminins sont clairement des métiers moins payés que des métiers en général masculins. Non pas que tous les métiers de chantier et tout sont bien payés, mais malgré tout, il y a quand même ce côté-là. Ma fille a fait psychologue du travail et quand ils sortaient des statistiques, alors qu'ils sortaient via un master, les salaires, c'était impressionnant la différence où psychologue était considéré comme un métier plutôt féminin par rapport à plein d'autres masters. C'était vraiment impressionnant. Donc on voit Mhm. là, il y a du job. On a changé les choses, mais le problème, c'est que les gens qui sont censés changer les choses, ce sont des hommes.
C'est peut-être pas eux qui se bousculent le plus pour mettre ça en priorité, malheureusement. Mais je pense enfin, on va y arriver. Et si tu veux, là aussi, on peut choisir de voir les choses différemment. Soit on peut dire le regard plus de l'esprit de manque en disant c'est dégueulasse, il y a plein de choses qui jouent pas, il n'y a pas d'égalité, etc. Et c'est une réalité, c'est vrai aussi. Ou on peut voir aussi en disant, OK, les choses bougent, ça prend du temps, mais les choses bougent. On peut voir tous les 5 ans, tous les 10 ans qu'il y a des avancées qui se font. Donc c'est plus un regard plutôt du verre à moitié plein. Et en même temps, ce qui n'empêche pas qu'il y a des fois des choses à améliorer. C'est pas dire qu'on doit se satisfaire de ça. Mais je Hmm. pense malgré tout que les choses bougent et vont bouger encore de plus en plus rapidement, à mon avis. Et tu disais que tu avais très peu de banquiers dans tes accompagnements. C'est un peu une bizarrerie parce que c'est eux qui manient l'argent au quotidien. Et puisque je retiens donc besoin d'affirmation et de légitimité plus prégnant chez les femmes, euh, je ne sais pas pourquoi ça m'évoque le commentaire aussi, tu sais, un livre de Sébastien Boller qui parle du striatum et de tous les terreaux addictifs aussi. Et dans le jamais assez, il y a aussi le toujours plus Oui. que l'on reconnaît dans le monde de la finance de manière exacerbée et qu'on voit beaucoup plus rattaché au masculin. Alors, je ne sais pas si c'est Mhm. un Oui. cliché erroné ou pas, mais voilà, Oui. ça m'évoquait ça. Alors oui, non, je pense que c'est vrai. Mais si tu veux, toujours plus d'argent et qui arrive souvent, en fait, il y a un piège dont les gens ne sont même pas conscients eux-mêmes. C'est qu'au fond, dans le toujours plus, c'est pas de l'argent qu'ils veulent. C'est ce que représente l'argent pour eux. C'est-à-dire que c'est toujours plus de sécurité, toujours plus de liberté, toujours plus de pouvoir sur les autres, potentiellement, toujours plus de pouvoir faire des choses, ou toujours plus d'indépendance et d'autonomie. Donc, si tu veux, c'est ça qu'ils cherchent. Parce qu'à un moment donné, quand tu es multimillionnaire ou tu es même milliardaire qui veut plus d'argent, c'est pas une question d'argent, l'argent on en a assez. C'est vraiment ce que représente l'argent qui veut le plus, mais ils n'en sont pas conscients eux-mêmes. Et moi, ce qu'on m'a dit, c'est que même des milliardaires ont peur de manquer. Au moins, les millionnaires, multimillionnaires, ça, je l'ai vu, mais je n'ai pas là, c'est qu'il n'y a pas de limite à ça. Mm. Parce que la peur de manquer est absolument irrationnelle. Et par rapport à l'histoire des banquiers, c'est vrai que les banques m'ont fait extrêmement peu venir, même pour des conférences et autres, ça arrivait peut-être 3 fois, 4 fois sur 15 ans, donc autant dire que c'est pas beaucoup. Donc c'est vrai que c'est un non-thème pour elles, alors qu'elles sont confrontées à ce thème-là en permanence, mais visiblement, pour l'instant en tout cas, mieux comprendre leurs clients n'a pas l'air d'être une vraie priorité. Autrement, je pense qu'ils s'intéresseraient un peu plus à ce que je fais. Mm. Dernière question sur la notion individuelle. Alors, je me doute qu'il n'y a pas de formule magique et qu'il n'y a pas, voilà, que c'est un processus individuel et comme je l'ai déjà dit, systémique. Est-ce qu'il y a des étapes logiques? J'imagine que tu fais pas dans tes accompagnements, tu pars pas comme ça à l'impro total. Est-ce qu'il y a des étapes clés dans notre conscientisation, dans notre pacification du rapport à l'argent? Alors oui, je dirais les premières étapes, je pense malgré tout, une bonne étape au départ, c'est d'apprendre à s'observer un peu plus dès qu'il s'agit d'argent. Parce qu'on a affaire à l'argent au quotidien pratiquement et qu'on fait des choix, tu vois, qui sont dans les achats qu'on peut faire, que ça peut être autant alimentaire que des achats d'habits ou d'autres choses, comment on choisit, quel est le critère de l'argent dedans, si on va au restaurant aussi, par exemple. Donc, on peut voir ça, mais quand on fait des paiements, quand on reçoit une facture, si on doit se valoriser ou donner mettre des prix parce qu'on est indépendant ou demander notre augmentation de salaire, enfin, parler d'argent dans le couple, parler d'argent dans le travail, parler d'argent avec les enfants. Est-ce que je passe beaucoup de temps à comparer avant de faire un achat, un investissement ou pas, tu vois? Il y a beaucoup, beaucoup de sujets finalement, on est là-dedans. Il y a des choses, je peux être généreux, puis d'autres choses, je suis très rigide. Donc, plus on apprendra à s'observer, plus on prend un petit carnet, puis qu'on note un peu ce qui se passe. Et également, super important, c'est les pensées qui reviennent dans notre tête régulièrement. Quand on a des pensées de manque, j'ai pas assez, je devrais avoir plus, puis ci, puis ça, puis je vois tout ce qui pourrait m'arriver de négatif, ça parle déjà de mon rapport à l'argent, à la vie également. Donc, plus on apprendra à s'observer, plus on pourra commencer à voir un peu le tableau un peu plus complet, puis de voir à quel endroit c'est compliqué, à quel endroit ça l'est un peu moins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'aller voir aussi quel mot j'ai tendance à associer à argent. Que je dis argent égale. Alors, j'ai touché des mots pour certains, sécurité, liberté, autonomie, bonheur, confort de vie, source de conflits, sale, injustice, cause des problèmes dans le monde. Et voilà, quelques mots parmi ceux que j'entends souvent. Et suivant ce qu'on va projeter, parce que ça, j'ai une projection, on projette, on vient plaquer quelque chose sur l'argent. Là, justement, j'ai de l'argent, tu vois. Alors, c'est comme si on vient plaquer quelque chose sur l'argent et on voit plus que ce qu'on vient plaquer, mais on voit plus l'argent. Alors, Mm. c'est pas après l'argent que je cours, c'est après la sécurité que je cours. Je veux plus de sécurité, je veux plus de liberté.
Et au fond, le problème, c'est que l'argent ne peut nous donner ni la sécurité, ni la liberté, parce qu'il n'a pas été créé pour cela. Ça, c'est un leurre. Et moi, j'ai associé argent et sécurité pendant des dizaines d'années. J'ai couru après ma sécurité en courant après l'argent. J'ai économisé des dizaines de milliers et des dizaines de milliers, effectivement. Et j'étais pourtant toujours aussi insécure, et même mes clients multimillionnaires étaient insécures. Donc, on voit bien que la sécurité est quelque chose qui est intérieur avant qu'elle dépende de quoi que ce soit à l'extérieur. Donc, dès le moment où je peux commencer à projeter, voir ce que je projette sur l'argent, de prendre conscience. Mais c'est pas facile, hein, parce que l'autre jour, j'avais quelqu'un qui s'était accroché à argent égale liberté. Il me disait, il disait, ah ben, je commence gentiment à appréhender que je peux me sentir libre, que j'ai de l'argent ou pas d'argent. Mais alors qu'avant, ma liberté dépendait uniquement de mon niveau de compte en banque. On a parlé de la peur du regard des autres tout à l'heure. La peur du regard des autres n'a rien à voir avec une question d'argent. C'est juste de moi à moi que ça se passe. Donc, dès le moment où je peux voir qu'il y a l'argent d'un côté et ma projection de l'autre, et que mon problème, c'est que je manque de sécurité, de liberté, de je ne sais pas ce que je colle dessus, par exemple, ou alors que je rejette des parts de moi si j'ai mis des mots négatifs sur l'argent, et que c'est à ça que j'ai à m'occuper. L'argent n'est pas le problème. Là, le problème. Je ne veux pas dire que ma situation financière, elle est aisée, hein, c'est pas ça. Mais c'est important de différencier. Moi, pendant longtemps, je n'ai pas eu de problème d'argent, mais j'ai eu des problèmes avec l'argent. Tu vois la différence, c'est la nuance, elle est importante. Parce que la plupart des personnes que je vois, c'est leur problématique. Et c'est-à-dire que c'est important de voir que là, maintenant, au moment où où les personnes vont nous écouter, quel que soit le moment, personne ne manque d'argent au moment où on nous écoute. Au moment où on nous écoute, il n'y a pas de problème d'argent. Parce que je n'ai pas besoin d'argent pour écouter un podcast. Je suis en train d'écouter un podcast et j'ai juste besoin d'attention, de présence. Il est possible que je manquerai d'argent à la fin du mois pour faire mes paiements, ou peut-être pour payer des repas bientôt, ou peut-être un jour si mes enfants font des études. Mais c'est important de différencier des moments où l'argent est important, puis il y a plein de moments où l'argent n'est pas important. Au moment où on discute là maintenant, l'argent n'a aucune importance. C'est pas le niveau de ton compte en banque et de mon compte en banque qui va faire la qualité du podcast, tu vois. Ça n'a rien à voir. Donc c'est important de faire la part des choses parce que pour beaucoup d'êtres humains, c'est comme si l'argent était important tout le temps. Non, non, il y a des moments où il est important, des moments où il n'est absolument pas. Ça me fait écho pendant très longtemps. Enfin, j'ai vu que mon rapport à l'argent avait évolué en devenant papa. Oui. Et que ça avait certainement accentué quelque chose qui était déjà présent à l'époque, tu vois. Mais moi, à l'époque, sans avoir étudié le sujet, etc., si tu m'avais dit qu'est-ce que représente l'argent pour toi, je disais, moi, la richesse, c'est de ne pas avoir à regarder mon compte en banque. Voilà. Mhm. L'argent ne doit pas être un sujet. Mhm. Et j'ai pas un train de vie, tu vois, particulièrement fast, mais je veux pouvoir aller au resto sans avoir à me dire est-ce que je peux le faire ou pas. Ça c'est mon luxe, de me dire, bah, tant qu'il y en a, c'est cool. Et depuis que je suis papa, je raisonne autrement. Et j'essaye d'assouplir ça parce que je vois beaucoup aussi de personnes qui, alors c'est peut-être un jugement de ma part, mais c'est un peu une fausse barbe qui disent, ah oui, j'aimerais bien faire ça, mais je peux pas quitter mon boulot parce que il faut que j'économise pour assurer le futur de mes enfants. Tu vois, c'est une sorte de responsabilité exacerbée aussi. Et voilà, dans ce que tu viens de dire, je le Oui. partage parce que ça. Ouais. Tu as raison, il y a même une expression pire que ça. Je peux pas, j'ai des enfants à charge. Moi, Ah oui. j'ai fait trois charges, tu vois. Et, et en l'occurrence, si tu veux, quand j'étais licencié en 2009 suite à la crise subprime, pour moi, c'était évident que je ne faire plus que ce que j'aimais à ce moment-là, et c'était devenir indépendant. Et je me souviens des collègues me dire, ah ouais, c'est génial ce que tu fais, moi je ferais bien comme toi, mais je peux pas parce que j'ai des enfants à charge, tu vois, les fameuses à charge. Puis je dis, ah bon, puis ils ont quel âge? Ok, donc s'ils font des études, ils en ont encore pour 15 ans, qu'ils ont sans sursis pendant 15 ans, ça va être long quand même, hein. Tu vois, on se raconte l'excuse qui est le jour où ils seront en dehors des études, je pourrai faire ce que je veux. Je peux te garantir que les trois quarts ne feront pas ce qu'ils veulent. Et moi, au moment où j'étais licencié, j'avais mes trois enfants aux études. C'était l'époque où on devait investir le plus d'argent avec eux. Il y avait plus de dépenses d'argent avec eux parce que c'est des études supérieures, etc. Mais c'était plus un problème. Là où ça aurait été un problème 5 ans ou 10 ans avant et que j'aurais dit la même chose, ces personnes-là. C'est toi, je ne juge personne. Mais j'aurais dit la même chose. Là, c'était plus un problème parce que intérieurement, j'étais prêt à faire le saut et que, étude ou pas étude, j'y allais parce que j'avais envie de me respecter. Et puis, c'est aussi une manière de donner un exemple inspirant à mes enfants, de pas se retenir, de se sacrifier pour des enfants parce qu'ils vont faire la même chose après. Donc, à un moment donné, c'est vrai que, et je suis pas en train de dire, bon, évidemment, on fait pas n'importe quoi quand on a des enfants. Mais ce que tu partages là, je le vois souvent, j'ai des enfants et tout à coup, je me vois porteur d'une nouvelle responsabilité
qui potentiellement est un poids suivant comment je le vis. Tu vois? Et c'est Et pour important la, de le voir. pardon. Et pour la petite histoire, du coup, c'est quand mon père s'est planté que donc j'étais adolescent et lui était très malheureux de ne pas pouvoir me payer les études que je voulais choisir, etc. Mais c'est ce qui, moi, m'a libéré, enfin, m'a libéré. En tout cas, m'a rendu. Je me rappelle que ma pensée, c'était la seule chose que je peux faire pour les aider, c'est d'être autonome. Et Hmm. donc, du coup, quelque part, ça m'a rendu service parce que ma mère me disait, tu seras un Tanguy, toi. Et si s'était pas planté, peut-être si on avait vécu dans un peu plus de confort, Hmm. ben peut-être que j'aurais pas eu ce parcours, en tout cas. Donc, tu vois, Ouais, voilà. ça t'a permis de mettre un moteur en route que tu n'aurais peut-être pas mis à ce moment, en là, qu'on pu rester en berne pendant longtemps. Donc, on voit de toute façon que dans Exactement. chaque situation qu'on vit, aussi inconfortable soit-elle, il y a un potentiel apprentissage, il y a un potentiel bénéfice caché, un bénéfice secondaire, même s'il y a de l'inconfort aussi. Alors, bah, puisqu'on est sur le sujet, tiens, des enfants, alors au moment où on enregistre cet épisode, le livre n'est pas encore sorti. Si j'ai bien retenu, il va s'appeler Parlons cash, c'est ça? Alors, et si on parlait cash, on a dû changer le Si on titre un parlait petit peu parce cash, qu'il existait déjà, et si on parlait cash, ouais. si on parlait cash, euh, je me posais la question, donc en bon papa, comment on prépare les enfants à ce sujet de l'argent? C'est quoi les bons réflexes en termes de transmission pour, voilà, au-delà de notre expérience personnelle, de notre exemplarité ou de notre travail sur Ben, nous-mêmes? j'aimerais dire, malgré tout l'exemple été restera essentiel parce que les enfants sont des éponges qui captent tout. Donc, si on donne des peurs, les enfants vont capter nos peurs. Le nombre de personnes que j'ai dans mes ateliers qui disaient, quand j'étais enfant, je ne demandais jamais rien parce que je sentais bien que mes parents avaient peur, tu vois, ou que mes parents ont l'impression qu'il n'y avait pas assez d'argent, je ne vais pas les mettre dans l'inconfort, donc je me retenais de demander quelque chose. Mais le problème, c'est que souvent, ces personnes-là continuent de fonctionner la même chose plus tard aussi. J'y ai pas Mhm. droit parce qu'ils vont en faire une croyance, j'y ai pas droit, donc je le fais pas. Donc, la première chose, c'est de pouvoir parler ouvertement des questions d'argent. Alors, en fonction de l'âge, évidemment, de s'adapter à l'âge, mais ça peut être aussi à un moment donné d'expliquer comment fonctionne un ménage au niveau financier, tu vois, des charges fixes, des charges variables, il y a ce qui reste pour les vacances, les loisirs. Ben, si on choisit de faire ça, ben, ça exclut un autre choix potentiel peut-être, parce que à un moment donné, on a peut-être ce budget à disposition et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Donc, tu vois, ça peut être d'expliquer, à un moment donné, peut-être de les impliquer aussi dedans, dans des choix, et aussi, je dirais, moi, je trouve que c'est bien que les enfants aient de l'argent de poche, mais surtout qu'on les laisse faire leurs expériences. Trop souvent, je vois des parents qui donnent de l'argent de poche et qui veulent déjà contrôler comment l'argent de poche est utilisé. Non, laissons-leur faire leurs expériences. Ils vont des fois tout dépenser, puis ils vont apprendre la frustration. Ils vont devoir attendre la prochaine échéance. Et c'est bien d'apprendre la frustration aussi. Et à un moment donné, et surtout pas en mode sauveur, leur donner, ce pauvre enfant qui n'a plus rien pendant 2 semaines, ben non, il va apprendre à attendre pendant 2 semaines peut-être, etc. Et mais surtout que on puisse échanger sur les différents comportements. Ah bah tiens, je vois que toi tu dépenses tout de suite. Toi, je vois que tu dépenses rien du tout parce que souvent on voit que dans la même famille, il y a deux comportements complètement différents. Je serais curieux de savoir pourquoi. Et puis moi, je vais pas, et c'est important de parler aussi de nos propres fonctionnements. Voilà par quoi j'ai passé, voilà comment je fonctionnais. Hein. D'en faire un sujet d'échange qui soit plutôt léger, apprenant, mais sans vouloir changer notre enfant. Parce que souvent les parents aimeraient être rassurés parce que leurs enfants se comportent déjà comme des adultes, des petits adultes. Mais ce sont des enfants, ils ne sont pas là pour ça. Les Mhm. enfants n'ont pas à rassurer leurs parents. C'est aux parents d'apprendre à se réassurer soi-même sans que l'enfant fasse quelque chose pour ça. Et en plus, il y a plein d'adultes qui se comportent comme des enfants. Donc, n'attendons pas de nos enfants qui se comportent comme des adultes. Donc, Ok. c'est plus, moi, j'utiliserais plus ça comme un terrain d'expérience, un terrain d'échange, d'ouverture, d'essayer de se comprendre mutuellement dans nos différents fonctionnements, de voir que peut-être, oui, bah, tu as envie de ça. Je me souviens à un moment que nos enfants a dit, ben, tu veux des baskets, voilà à peu près le prix d'une paire de baskets. Si toi, tu veux cette marque-là, eh ben, il y a une différence de prix, tu paieras la différence parce que moi, je n'ai pas t'acheter du prestige, je n'ai pas t'acheter de la valorisation. C'est pas mon job. Moi, je t'achète une basket pour une chaussure qui a une fonction de chaussure, tu vois. Et ils ont Mhm. aussi appris à dire, OK, ben, j'ai envie de ça. Ben, il va falloir que j'économise, je fasse des petits travaux pour avoir cette différence-là. Donc, pour moi, c'est ça aussi apprendre à les responsabiliser, mais avec ouverture, pas d'un côté cassant, si tu veux, parce que je pense qu'effectivement, si mon enfant, mon fils, un de mes fils, Joël, a dit de moi que j'étais un radin, c'est bien parce que j'avais un côté un peu cassant, parce que mes peurs prenaient trop le dessus et que je n'arrivais pas à avoir, à une époque, en tout cas, ces échanges-là que je décris maintenant. Mhm. Bon, pour peut-être résumer un petit peu
cette première partie d'échange. Là, je retiendrai peut-être le mot de communication, communication avec soi-même à travers l'observation, et puis communication au sein du couple aussi, Mhm. parce que voilà, Ouais. ça fait partie des choses à ajuster de temps en temps, pas simplement pour conscientiser son rapport à l'argent, mais aussi pour avoir des grandes décisions de vie, Mhm. choix de garder l'équilibre, et puis communication avec les enfants aussi, savoir parler, ne pas, enfin, faire en sorte que ce ne soit pas tabou. Euh, J'avais quelques questions sur le... Parce que je le disais en introduction, tu accompagnes beaucoup des indépendants, des entrepreneurs, et on peut aisément comprendre pourquoi, parce qu'il y a un enjeu particulier. Je me suis dit en t'écoutant qu'il y avait quand même moins de... Tu parlais moins du sujet dans l'entreprise. En tout cas, j'ai raté ces parties-là si tu le fais. Pourtant, ça m'intéresse de voir comment on gère l'argent en collectif. Parce que si on vient avec nos représentations, on dit notre Mhm. représentation de l'argent, elle est aussi singulière que nous-mêmes. Et Oui, donc, quand on est en collectif, on vient chacun avec notre représentation de l'argent. oui. Donc, ça peut amener énormément d'incompréhension, de mauvaise communication, voire de conflits au sein d'une entreprise. Comment tu le vois ça? Alors oui, alors évidemment, si tu veux, après, il y a des relations à l'argent qui influencent moins l'entreprise, suivant je suis salarié, suivant à quel niveau je le suis aussi, dans le sens que il y en a un qui va demander des augmentations chaque année, il y a quelqu'un qui estime qu'il mérite pas, qu'il ne demande jamais d'augmentation, tu vois, il y a des comportements de cet ordre-là, et là, c'est au responsable d'avoir l'honnêteté de donner des augmentations en fonction de ce que les personnes, qu'il estime que les personnes méritent de recevoir, que je demande ou que je ne demande pas. Parce que très souvent, ce que j'ai pu voir moi dans la banque, c'est quand si le responsable d'équipe ou celui qui prend la décision n'est pas suffisamment solide intérieurement, il va donner à celui qui lui casse le plus souvent les pieds pour acheter la paix. Et puis celui qui demande rien, qui mériterait peut-être, il donne rien. Donc je pense que c'est important d'être, encore une fois, cette solidité intérieure, de dire non, je veux que j'aimerais que si je devais nommer les salaires de tout le monde en ouverture, que je puisse les justifier et pas que je me retrouve dans une situation où moi-même je suis mal à l'aise parce que j'ai juste acheté la paix à travers ça. Donc ça, c'est J'ai la j'ai vu première une- chose. Oui. Pardon de t'interrompre là-dessus, mais j'ai vu une société qui a communiqué là, sur LinkedIn là-dessus, le fait qu'ils avaient rendu transparent du jour au lendemain les revenus de tout le monde. Est-ce que ce serait plus sain finalement Alors, comme oui, je pense que ce serait une très bonne idée et je pense que les entreprises qui peuvent le faire, c'est que ils sont aussi suffisamment intègres dans leur manière de prendre des décisions pour le faire. Ils ont rien à cacher. Parce que nous, on nous disait plutôt, vous ne disiez rien, tu vois. En plus, on avait des bonus qui étaient comme de quelques dizaines de milliers d'euros, donc c'était pas rien du tout. Donc, c'est sûr il peut y avoir potentiellement des histoires de jalousie, de machin, après de connaissance de soi. Tu vois, il y a des personnes qui survalorisent ce qu'ils font. Ils ont l'impression qu'ils font des choses incroyables alors qu'ils n'en font pas tant que ça. Il y a d'autres, par contre, qui sous-estiment ce qu'ils font. Donc, c'est sûr que ça peut amener un peu de chaos le jour où on met les choses à plat. Mais après, je pense que si on est à un niveau peut-être un peu plus élevé, mais ça peut être aussi juste quelques personnes qui décident de créer un projet ensemble, que effectivement, chacun va y amener son rapport à l'argent. Celui qui est prudent, qui veut des réserves, l'autre qui veut investir parce qu'il veut aller de l'avant. Donc, ça peut créer des conflits. Et je pense que c'est important de mettre à plat la relation d'argent des uns et des autres. Ça m'arrivait d'accompagner des groupes comme ça aussi, où tout à coup, on va commencer à chacun va échanger, va partager son historique, et tout à coup, on va mieux comprendre un peu comment fonctionnent les uns et les autres, et peut-être pouvoir effectivement commencer à mettre un peu plus peut-être plutôt que d'agacement et d'énervement vis-à-vis de l'autre, peut-être de commencer à mettre de la compréhension et trouver des manières de faire qui soient peut-être justes, ou peut-être qu'il y a une personne ou l'autre qui dira, ben non, d'après ce que je vois, moi, je me fais trop violence de rester dans un projet comme celui-ci. C'est plus juste pour moi de rester là-dedans. Ça arrive aussi, hein, ce genre de choses-là. Euh, j'ai d'ailleurs accompagné des entreprises qui a non seulement qui a mis de la transparence dans les revenus, mais où chacun choisit lui-même son revenu tous les 4 mois, choisit lui-même son revenu. Et je les ai accompagnés effectivement là-dedans. Ça s'appelle Infusio. Je peux parler parce qu'ils en parlent dans les médias, ils en ont parlé dans les médias, et que je les ai accompagnés aussi. Et c'est ça, ils sont arrivés au stade d'après. C'est presque le stade ultime, tu vois, où chacun est suffisamment responsable en connaissant les chiffres clés pour décider de combien il estime qu'il aimerait gagner dans les 4 prochains mois. Je crois que c'est tous les 4 mois, il me semble, et que à l'époque que j'accompagnais, chacun avait un droit de veto, chacun, pas plus le responsable que les autres, à une seule condition, c'est s'ils estimaient que la personne mettait l'entreprise en danger. Mais tu peux pas avoir un droit de veto en disant, ah, c'est dégueulasse, il n'aurait pas gagné plus que moi, j'estime qu'il n'en fait pas plus, etc., machin truc, tu vois. Et pour moi, ça demande un tel niveau de conscience et individuel et collectif pour que ça fonctionne. Si c'est Hmm. chacun pour soi, zéro, ça fonctionnera jamais. Tu vois, et ça demande un sacré niveau de maturité, une capacité à se dire les choses, à être transparent.
Et je pense qu'on va arriver, de plus en plus d'entreprises vont arriver vers ça, mais qui sera qu'un cheminement d'apprendre à se dire les choses, de la conscience de soi, de la connaissance de soi, et d'apprendre à se dire les choses de manière constructive. Et c'est pour ça que pour l'instant, c'est encore pas très souvent le cas, parce qu'il y a beaucoup trop d'enjeux derrière les questions d'argent, de jalousie, etc. derrière. Ça demanderait un épisode spécifique, mais je le dis pour les auditeurs et les auditrices que ça intéresse. Il y a aussi un des principes de Peter Koenig que tu t'es approprié aussi, le principe de la personne source. Oui, Oui, de la source, c'est-à-dire que le fondateur, plus que le dirigeant, hein, oui, c'est toi, hein, absolument. qui me reprends si je dis des bêtises, Oui. le fondateur, plus que le dirigeant, amène un peu de son ADN, de son impulsion, de son énergie dans la culture du projet, quoi. Il teinte un peu son... Alors, tu peux enlever le un peu, hein, tu peux enlever le un Ouais, peu. C'est-à-dire que la personne qui est à la source du projet, qui a l'idée, qui a fait le premier pas dans l'idée de concrétiser un projet, qui peut te demander à Jacques ou Jacqueline de venir me rejoindre, par exemple, ça peut être le premier pas. Quelque part, elle va amener effectivement dans son projet, elle va amener son ADN, comme tu dis, mais elle va amener ben, évidemment son enthousiasme, son envie. Souvent, elle a déjà une vision un peu à quoi va ressembler ce projet, mais surtout, elle va amener toutes ses lumières et toutes ses ombres. Et c'est là où c'est fascinant parce que, effectivement, si une des ombres de la personne à la source du projet, c'est la peur de manquer, on va sans arrêt passer beaucoup trop de temps à penser à argent, à avoir peur, à vouloir avoir des réserves, à mettre du contrôle, parce qu'il manque cette confiance, si tu veux. Ou si la personne, elle néglige les questions d'argent, parce qu'elle n'aime pas les questions d'argent, ben là aussi, on va plutôt courir après l'argent, on ne sera jamais au clair sur ce qu'il y a, parce qu'elle va amener quelque chose dans le projet là-dedans. Mais ça peut être autre chose que sur les questions d'argent, évidemment, hein. bien sûr. Moi, je vois que, par exemple, dans les projets, je suis à la source. Une de mes ombres, c'était la peur du conflit. Donc, quelque part, moi, ce que je parle à l'imparfait, mais je suis conscient maintenant. Donc, les choses bougent. Je ne veux pas dire que c'est facile, mais comme je n'aimais pas le conflit, j'aime toujours pas spécialement le conflit. Le risque, c'est de ne pas dire les choses et de générer du conflit parce que tu ne dis pas les choses, parce que tu n'es pas transparent, tu vois. Donc, effectivement, on va avoir plein de conflits parce que c'est une de mes ombres, par exemple. Donc, c'est fascinant en tout cas de voir à quel point on y amène son meilleur et son moins bon, si on veut. Mais la bonne nouvelle, c'est en allant s'occuper de ces parts, de nos peurs, ça va influencer tout de suite l'ensemble du projet. Et on voit très bien dans les entreprises plus importantes que mon petit projet à moi. Une entreprise, il t'imagine le dirigeant qui est un gros bosseur, peut-être il laisse un peu sa santé. Un jour, il a une prise de conscience, il découvre le yoga, la méditation, je sais pas quoi. Il va commencer à faire ça, il va voir à quel point ça lui fait du bien, à quel point il retrouve la sérénité qu'il avait perdue. Ces gens-là, ils vont jamais dire, les autres ont qu'à bosser comme des dingues, je m'en fous, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe pratiquement systématiquement? Les gens qui découvrent ça, ils ont envie d'implémenter ça dans l'entreprise, parfois maladroitement, voulant forcer tout le monde de le faire, parce que c'est leur nouveau truc, mais ils ont envie de l'implémenter parce qu'ils disent, si c'est bon pour moi, c'est bon pour les autres. Tu vois, donc le chemin personnel de celui qui est à la source du projet, il va influencer effectivement cela. Mais ça veut dire que si j'ai des rigidités, je suis très contrôlant, on va être contrôlant partout, il y aura de la méfiance partout, je vais aussi amener mes rigidités. Hmm. Donc, et ce qui est fascinant, c'est que même quand le fondateur part, eh ben, les rigidités, elles restent jusqu'à que quelqu'un s'autorise à être déloyal à ce fonctionnement-là. Donc, moralité de l'histoire, quand on rejoint un projet, c'est bien de s'intéresser à la genèse Oui, du comment, parce que voilà, même si c'est très lointain, ça dit quelque chose au moins d'un résidu de la culture actuelle, même si les absolument. dirigeants contemporains ont fait évoluer les choses. Ouais, très clairement. Ok, donc il y a plein de choses aussi, tu le confirmes, à faire dans les entreprises. C'est peut-être Oui. pas voilà, intéressant, intéressant. Je voudrais élargir un peu plus le sujet. Alors, on dit beaucoup sur la culture française, tu l'as dit, vivons heureux, vivons cachés, la Révolution, les riches, etc. Ok, donc on a une représentation, une culture qui est ce qu'elle est en France. Euh, Ce serait quoi la culture que tu as croisée qui est peut-être la plus inspirante ou la plus saine par rapport à l'argent? Est-ce qu'il y a une culture qui te paraît beaucoup plus apaisée? Les Québécois ont vraiment une ADN d'entrepreneur que je trouve beaucoup plus poussée. Je pense que là, je pensais que l'influence américaine était aussi au niveau décomplexé par rapport à l'argent, mais non, ça ne l'est pas. Ils sont aussi bien impactés par la religion catholique, qui a quand même pas mal impacté aussi sociétalement les questions d'argent. Tu as, si tu es riche, il faut acheter ta place au paradis, être pauvre est honorable. Et à ce côté-là, qui est très fort. Par contre, il y a une culture d'entrepreneuriat qui est beaucoup plus forte, qui est beaucoup plus décomplexée. Bon, les Américains sont décomplexés avec l'argent. Ils en parlent ouvertement.
mais simplement, ils y amènent d'autres projections. Et les projections qu'ils amènent souvent, c'est je suis ce que je gagne. Ma réussite, tu vois, je suis quelqu'un qui est réussi dans la vie parce que je gagne beaucoup d'argent. Alors qu'on peut gagner beaucoup d'argent et puis exploiter les autres. Moi, j'appelle pas ça une réussite, si tu veux, tu vois. Et si tu veux, c'est encore une si je n'arrive pas à me donner de la valeur pour qui je suis, je vais chercher à donner de la valeur pour ce que je possède, autant financièrement que des objets matériels. C'est le même principe que ceux qui cherchent la sécurité à travers l'argent, ils cherchent la valorisation à travers l'argent parce que de eux à eux, ils n'arrivent pas à se voir comme quelqu'un de valeur, ils vont chercher cette valorisation à l'extérieur. Donc c'est un autre piège, hein, c'est aussi un piège. Donc on en parle plus facilement, mais on tombe dans un autre piège qui n'est pas meilleur pour autant. C'est plus je dirais, la culture d'entrepreneuriat que je trouve intéressant de s'autoriser à réussir et à échouer, parce que ce n'est pas vu comme un échec, comme on a souvent chez nous, un échec qui te cadre à vie, en quelque sorte, tu vois, qui te dévalorise à vie, parfois, dans le regard des autres. Donc ça, je pense que j'aime bien, par contre, ce côté-là. On ose, on essaye, on tombe, et puis on se relève comme l'enfant qui apprend à marcher, et on apprend de ça. Hein, on apprend de ça, et parce qu'on apprend de ça, ben, on devient un peu plus conscient, un peu plus expérimenté, et qu'on fera certainement mieux la prochaine fois. Donc, je pensais plutôt à ce niveau-là, mais je dirais que peut-être malgré tout, il y a des cultures qui ont une capacité comment dire ça, à voir plus le moment présent et à être moins préoccupé sur le futur. Parce que je pense que dans nos cultures, on est comme bien préoccupé sur le futur. Tu vois, on parle de plans de prévoyance, de machin, de trucs. Il y a des pays où on n'en parle pas. Ce n'est pas, ce n'est pas un thème, un sujet. Et je pense que d'une certaine manière, il y a un côté un peu plus, pour autant que ce soit pas fataliste, parce que c'est fataliste, je pense pas que c'est bien non plus, mais c'est quelque chose de plus, ok, ben, de toute façon, arrivera ce qui arrivera, ça va servir de pouvoir se préoccuper de tout. De toute façon, on ne pourra jamais tout contrôler. Et moi, j'ai des clients, comme je disais encore, millionnaires et multimillionnaires. Je peux te dire que le jour où ils ont un cancer, le jour où ils ont une crise cardiaque, ils auraient échangé tout leur argent pour retrouver leur santé. Et leur argent ne servira à rien non plus à ce moment-là. Le jour où leur époux, leur épouse se barre de la maison, ils auraient bien utilisé tout leur argent pour retrouver leur époux, leur épouse. Ça ne servira à rien non plus. Ça ne nous empêchera pas d'être profondément dans la peur si un de nos enfants a un grave accident ou est malade, tu vois. On, on peut certes s'acheter des choses avec l'argent, mais il y a plein de choses essentielles qu'on ne s'achètera jamais avec l'argent, principalement l'amour. Hmm. C'est beau, je laisse planer une petite seconde de silence là-dessus. Non, mais ça fait partie des choses, je rigole, je rigole, je souris, tu vois, parce que ça fait partie des choses qui m'ont inspiré en t'écoutant, parce que je trouve culotté aujourd'hui de parler d'amour dans l'entreprise, etc. Et ça fait partie des choses que j'ai envie aussi de plus affirmer. Donc, merci aussi pour cette inspiration, parce que on en a besoin. Je me disais aussi en t'écoutant que oui, la volatilité du monde dans lequel on est, on parle aujourd'hui on pressent, même si on n'a pas de boule de cristal, une énième crise financière à venir d'ampleur, etc. Tout ça, ça attise aussi nos peurs de manquer et ça fait c'est un agent multiplicateur un petit peu de tout ce qui est en nous, quoi, et ça vient nous secouer. Et j'avais une autre question aussi. Peut-être juste par rapport à ça, j'aimerais rajouter quelque chose parce que c'est important. Bon, c'est vrai que je peux aussi bien imaginer qu'on va avoir des grosses crises financières parce que ça me paraît presque difficile d'éviter ça. Et ça veut dire deux choses pour moi. La première, c'est qu'on doit déjà arriver à retrouver cette sérénité pour éviter de tomber dans l'agitation à ce moment-là. Ça, c'est une première chose. Parce qu'on pouvoir faire des choix à partir d'un endroit qui est le plus apaisé possible et le moins agité possible. Parce que de l'agitation, on fait pas souvent des bons choix. C'est la première chose. Et la deuxième chose qui est encore plus importante, mais enfin tout aussi importante, je vais dire, c'est que on a à réapprendre à vivre ensemble, à créer ce que Charles Eisenstein disait des communautés vivantes, des communautés où on se connaît, où on s'apprécie. Parce que dans ces moments-là, on ne laisse tomber personne. Dans ces communautés vivantes, on va pas dire, ah bah, dans des problèmes financiers, démerde-toi, je m'en fous. Non, je te connais, je t'apprécie. Comment je peux te venir en aide? Avec et sans argent. Ça peut être avec de l'argent, ça peut être sans argent aussi. Et si tu veux, plus on va recréer ces communautés, ces contacts de qualité. Parfois, ça s'appelle famille, mais malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. Ça peut s'appeler amis, ça peut s'appeler voisins de quartier, ça peut s'appeler association, machin, autre. Et si tu veux, plus on a ces endroits-là où on sait qu'on est le premier à venir en soutien aux autres et les autres viendront en soutien, ça permet d'être beaucoup plus relâché, ça permet d'être plus relax également, et puis ça permet de se serrer les coudes là où potentiellement on pourrait avoir tendance à vouloir se faire la guerre les uns contre les autres. Non, on va ensemble, on va trouver des solutions et on a plus de chances de trouver de bonnes solutions ensemble avec les qualités des uns et des autres. Et je crois vraiment qu'on a besoin de ça aujourd'hui. C'est nécessaire de recréer ces espaces de solidarité, de ces espaces communs où on crée de la connexion de qualité parce qu'on va vraiment passer par là. Moi, je crois vraiment que
Et j'espère hein, qu'on va relâcher l'idée de la mondialisation qui a créé beaucoup de torts et qui n'a pas que du mal, évidemment, mais de revenir sur quelque chose de plus régional, de plus ensemble, où nouveau, on se connaît un peu plus, on s'apprécie, on est content d'aller utiliser son argent dans le petit commerce du coin parce que le petit commerce du coin, c'est pratique quand il nous manque quelque chose, puis le jour où il est plus là, on se dit, ben mince, ça aurait quand même bien qu'il reste, mais j'ai rien fait pour qu'il reste, j'allais dans les grandes surfaces. Donc, à un moment donné, on voit qu'on a tous des responsabilités là derrière à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau du local. Hmm. Il y avait un banquier, d'ailleurs, c'est un discours, alors je crois qu'il est disponible qu'en espagnol, mais c'est un banquier qui s'était reconverti dans la banque solidaire, Triodos, je crois que ça s'appelle. Je sais Hmm. plus le nom du gars, mais c'est Como mejorar el mundo, je sais plus, bon bref. Mais il disait, si vous voulez un relevé de conscience, donnez-moi votre relevé de compte, parce que la manière dont vous dépensez votre argent, j'essaierai de t'envoyer le lien. Hmm. J'avais trouvé cette intervention et il parlait beaucoup d'amour et c'est le premier que j'ai entendu lier l'amour et l'argent. Ouais. Alors Peter Koenig, si tu veux, a déjà très vite dit, mais finalement, on a parlé de projection tout à l'heure, on peut choisir consciemment de projeter de l'amour sur l'argent, et ça m'arrive de le faire aussi, et de le faire regarde avec quelqu'un qui est dans la rue, un SDF, que tu projettes de l'amour, tu relis ton cœur à l'argent que tu donnes, c'est pas juste de l'argent que tu donnes, c'est de l'amour que tu donnes à travers l'argent, et j'invite vraiment chacun à faire l'expérience, regardez de quelle manière vous donnez l'argent. Vous n'allez pas jeter votre pièce nonchalamment, je peux vous dire, hein parce que c'est bien plus que ça et c'est important et je le fais des fois dans mes ateliers, ça m'arrivait de donner de l'argent à quelqu'un, mais en y connectant de l'amour pour que la personne ressente que les gens ont de la difficulté avec l'argent, de voir que c'est plus que de l'argent qu'ils reçoivent. Et Mm. c'est important. Et Peter Koenig, justement, lui, son leitmotiv, son motto, lui, c'est Love in Business. Remettre de l'amour dans le monde du travail. C'est vraiment ce qui l'anime au plus profond de lui. Et il disait, je le disais déjà ça il y a 25 ans en arrière, les gens ne comprenaient absolument pas. Aujourd'hui, ce message peut commencer à être compris. Mm. Et tu vois, tu parlais de donner de l'argent comme si tu le donnais physiquement. Je me posais la question à quel point les innovations technologiques aussi, le fait que l'argent soit grandement dématérialisé aujourd'hui, Mhm. n'est pas une influence aussi sur notre relation à l'argent. Puis je vois, tu vois, il y a le blockchain, l'intelligence artificielle, tout ça. J'ai l'impression que ça va accentuer encore, ou en tout cas nous distancier encore plus de l'argent, parce qu'il devient encore plus invisible, quoi. Oui, dématérialisé, absolument. Alors, si tu veux, alors évidemment, on peut tous voir les côtés extrêmement pratiques d'avoir l'argent dématérialisé, ça c'est évident pour tout le monde. Et en même temps, spécialement en France, les gens ont extrêmement peu de cash, là où ils en ont beaucoup plus en Allemagne. Et je pense que les Français ont tort à cet endroit-là. Je pense que c'est important de continuer de payer régulièrement avec du cash aussi. Déjà parce que tous ces nouveaux fonctionnements sont très pratiques, mais nous ont fait perdre la conscience de la valeur des choses aussi, de ce que nous dépensons, de ce que nous investissons, nous utilisons comme argent. Moi, comme je dis, bon, j'ai la soixantaine. Quand j'avais une commission avec ma mère, il y avait que de l'argent cash. Il y avait vraiment la notion d'échange. Je sors du porte-monnaie, je donne quelque chose quand ce que je viens de prendre était très visible. Maintenant, tu fasses un paiement de 20, de 1000 ou de 5000, quelque part, c'est le même code que tu peux mettre sur ta carte. Et si tu as encore besoin de mettre un code, et ça s'arrête là. Il n'y a plus la différenciation. Tu as, tu n'as plus la notion de circulation de l'argent parce que tu vois que d'un côté ce qui arrive, mais tu vois pas vraiment ce qui sort. Mm. Et si tu veux, ces moyens-là nous font perdre potentiellement un peu de lucidité, de conscience, de la maîtrise, je dirais, de nos avoirs financiers. Et je pense que c'est pas anodin non plus que ça se passe comme ça, parce que malgré tout, il y a certains qui ont intérêt à ce que nous consommons un maximum. Et même, on va même nous encourager à prendre des dettes uniquement pour des dettes de consommation. Hein. Je ne parle pas de la dette immobilière qui a du sens si je veux m'acheter un appartement ou une maison, mais des dettes de consommation. Je me souviens une fois dans un grand, je crois que c'est la Fnac, en l'occurrence, il y avait un truc, c'était acheter tout de suite et commencer de payer dans 10 jours. Mais c'est quoi ce truc-là? On prend les adultes pour des enfants. C'est infantilisant de dire ça. Autrement dit, mon pauvre petit, tu vas pas être frustré de ne pas pouvoir acheter tout de suite, tu vas commencer de payer dans 10 jours. Il faut juste se dire une chose, il n'y a qu'une personne qui a l'intérêt à faire ça, c'est les personnes qui vous proposent ça. C'est pas dans votre intérêt à nous. Et si nous n'est pas capable d'attendre 10 jours pour lire un livre, c'est qu'on a un problème chez nous à résoudre. Mais Christian,
je me fais un peu l'avocat du diable, mais j'ai envie de dire, sans faire mon anticapitaliste de base, c'est quand même l'idéologie capitalistique, elle est quand même basée sur le fait de créer de la dette. Donc, quelque part, on est dans un mode de pensée, en tout cas notre mode de pensée occidental. Tu l'as vu en étant dans la banque. Une banque, elle fonctionne si elle crée de la dette quelque part auprès de ses clients. Donc, ça, c'est tout notre système de pensée. Peut-être qu'il arrive à son paroxysme et à sa limite aujourd'hui. Mais en tout cas, Ouais. Je dirais pas que c'est un système de pensée parce que la grande majorité des personnes n'ont juste aucune idée de ça. La grande majorité ne savent juste pas comment fonctionne le système économique. Et pour moi, je différencie comme le système économique du capitalisme. Parce que le capitalisme, à la base, ce n'est pas ça. Si tu veux, je vois, oui, on a besoin de capitaux pour réaliser des projets. J'ai la chance en Suisse, pas trop trop loin de chez moi, on a des petits trains qui mènent à des endroits incroyables en montagne, qui ont été faits dans la fin des années 1800, début des années 1900. C'est exceptionnel ce qu'ils ont fait dans les moyens de l'époque et qu'aujourd'hui, ça fonctionne toujours extrêmement bien. Et je veux dire, il y a plein de projets qui ont été faits qui avaient une forme de valeur. Après, on peut aimer les petits trains ou pas, trouver que c'est bien ou pas, c'est pas la question, hein. Mais je veux dire, ouais, où on a fait les chemins de fer, on a fait les chemins de fer grâce à des capitaux qui ont été l'argent des uns des autres, qui étaient l'épargne des uns et des autres. Et c'est super d'avoir fonctionné comme ça. Moi, je vois pas d'opposition à ça dès le moment où on fait des projets qui amènent un bien-être commun. Et c'est magnifique même de fonctionner. Donc, le capitalisme peut être extrêmement vertueux, comme il peut être juste à mon propre service et au détriment des autres. Donc, encore une fois, c'est de l'éthique, ce sont des valeurs qui sont derrière qui est important. C'est pas le système en tant que tel. Et c'est sûr que le système économique, autrement dit de création de monnaie, dès le moment où on donne le pouvoir à certaines institutions à créer de la monnaie et ces institutions n'ont pas d'éthique, c'est clair qu'on a un problème. Mais le problème, c'est que ceux qui ont donné le pouvoir à ces institutions-là avaient aussi des intérêts à le faire, qui étaient des politiciens, où il y avait des arrangements, il y avait en tout cas des effets de connivence. Et c'est clair qu'on pourrait changer ça très facilement, hein, d'enlever le pouvoir, de créer de l'argent, parce qu'il n'y a pas de raison que ces instituts gagnent beaucoup d'argent en créant de l'argent avec des valeurs qui ne sont pas, pour moi, qui sont juste pas présentes. hmm. Alors justement, changer ça, ça commence par nous-mêmes. Oui, J'essaye d'avoir une transition oui, absolument. appropriée. Euh, Parce que, ouais, on peut toujours espérer dire les entreprises, ça s'appelle d'ailleurs le triangle de l'inaction, c'est-à-dire que les individus disent c'est au gouvernement de changer les choses, le gouvernement dit non, c'est les entreprises qui peuvent avoir un levier sur l'économique, et puis les entreprises disent, bah non, moi je réponds à une demande des consommateurs, donc tout le monde s'en jette la balle. Donc dans l'attitude capitaine, euh, il y a le fait que ça parte de nous, on n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais que l'océan est fait de gouttes d'eau. Euh, Normalement, enfin, je vais pas transgresser ma tradition, on finira l'entretien, c'est toi qui auras le mot de la fin sur qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de sa vie. Mais j'avais envie de t'entendre un peu avant que ce soit ta punchline de fin, peut-être un peu plus largement sur qu'est-ce que ça évoque pour toi l'attitude capitaine, quelle définition toi tu mets derrière ce mot de leadership à travers tout ce que tu essayes de véhiculer comme message. Oui. Alors, je vais répondre d'abord en faisant un lien clair avec l'argent, après je répondrai de manière plus générale. Mais quand je fais un lien clair avec l'argent, c'est de dire l'argent est un extraordinaire bulletin de vote. Chaque fois que j'utilise de l'argent, je suis en train de voter pour quel genre de société je veux demain. Si j'utilise mon argent pour acheter des produits de multinationales auxquels je ne partage pas les valeurs, je suis en train de dire, je vous encourage à continuer de la sorte. La preuve, je vous donne mon argent pour acheter vos produits, hein, que ce soit alimentaire ou n'importe quoi. Et ça m'arrive encore de le faire de moins en moins souvent, mais parfois je le fais soit parce que je ne sais pas que c'est eux derrière, ou soit par flemmardise parce que dans une situation, c'est ça que je fais. Donc, je suis pas, je veux dire, si je nomme ça, c'est pour dire que je n'ai pas de jugement vis-à-vis du comportement de chacun, c'est un choix de chacun. Et en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, je prends un exemple, je choisis d'aller acheter mes livres dans des librairies ici en Suisse, où pourtant je les paye en 30 et 50% plus cher qu'en France. Mais simplement, si je continue d'y aller, un, c'est parce que j'ai la chance d'avoir les moyens financiers de le faire, et deux, c'est parce que j'ai envie que ces librairies continuent. Parce que moi, je ne suis pas copain avec Amazon, j'estime qu'ils n'apportent pas grand-chose. Ils apportent des facilités, certes. Je suis pas sûr qu'en termes de valeur, je m'y retrouve. Je suis pas sûr que son dirigeant qui gagne beaucoup d'argent, je me retrouve dans sa manière d'utiliser son argent. Donc, j'ai pas envie de nourrir ce genre d'entreprise. Par contre, les libraires, ils font aussi connaître mes livres, mais même si j'ai pas de livres, je pense que ça changerait rien du tout, parce que je fais ça pour d'autres magasins qui n'ont rien de moi. Mais je veux dire par là, c'est que si j'ai envie qu'ils existent, j'ai envie de pouvoir feuilleter les livres, comme je trouve c'est comme sympa de feuilleter les livres, de regarder les couvertures de passer du temps, eh ben, j'ai à faire ma part pour qu'ils existent.
Donc, si tu veux, si j'ai envie qu'on ait moins de produits chimiques, ben, je vais acheter du bio. Oui, le bio est plus cher pour l'instant, en tous les cas. Et en même temps, c'est aussi ma manière d'encourager ceux qui font un effort de faire du bio. Donc, tu vois à quel point, avec mon argent, je peux encourager ceux que j'ai envie d'encourager et ne pas donner de mon énergie à ceux à qui j'ai pas envie de donner mon énergie. Et je suis créateur. Donc, c'est vrai que plus j'ai d'argent, plus j'ai une potentielle responsabilité de ce que je fais de mon argent. Tu as parlé de banque éthique tout à l'heure, effectivement, par exemple, qui peuvent effectivement financer des projets qui correspondent mieux à ce que je veux, alors que si je laisse mon épargne sur une grande banque, peut-être qu'ils vont effectivement encourager des projets qui sont pas du tout de l'ordre de mes valeurs. Et j'ai encore des progrès à faire dans ce domaine-là aussi. Donc, simplement dire par là, c'est que nous avons tous une responsabilité avec notre argent. C'est vrai que si on a un peu plus d'aisance financière, c'est un peu plus facile. Et en même temps, il y a des gens qui me disent aussi qu'on peut d'aisance financière, mais qui trouvent des trucs, qui trouvent des systèmes D pour être en lien avec leurs valeurs aussi. Donc ça, c'est la première chose, si tu veux, d'être acteur de cette société avec son argent. Et je peux te dire, ce bulletin de vote, il est tellement plus puissant que celui que vous avez mis il n'y a pas longtemps dans les urnes en France, ou qu'on met de temps en temps même nous en Suisse avec nos référendums. Il est beaucoup plus puissant parce qu'il a un impact réel et immédiat pour ceux qui reçoivent mon argent et mes encouragements aussi. Voilà, c'est la première chose. Et répète-moi comme juste la question pour que je puisse me relayer à Alors, quelque de chose de plus manière plus vaste. large, moi j'ai un peu un, non pas un grief, mais en tout cas, je trouve que le terme leadership, il est éculé parce qu'il véhicule souvent une image entrepreneuriale et un peu patriarcale. Tu vois, quand on dit leader, on va penser Steve Jobs, Elon Musk, etc. Et alors que ça nous concerne tous finalement, il n'y a pas les leaders et les autres, il y a le leadership, le meneur du bateau. Donc l'attitude capitaine, qu'est-ce que ça évoque pour toi et quelle définition tu mets un peu derrière le terme leadership? Après, bon, moi, c'est vrai que j'ai pas trop cette vision négative du mot leadership dans le sens que l'idée du leadership pour moi, c'est que potentiellement, on va inspirer une ou plusieurs personnes. Et ça peut être que inspirer nos enfants en ayant des valeurs, en montrant des choses et tout, en ayant le courage peut-être de faire une activité qu'on aime. C'est déjà une forme de leadership. Et si tu veux, c'est quelque chose qu'on peut avoir, je crois, assez naturellement. En tout cas, moi, à l'époque, j'étais à la banque, je voyais que j'avais du leadership pour beaucoup de collègues qui, en tout cas, écoutaient ce que je disais ou allaient regarder ma manière de faire. Mais je l'avais naturellement. C'est pas que je voulais être leader. C'est juste que naturellement, en me positionnant, en ayant une capacité à mettre de la conscience sur ce que je vivais et que je fais encore, ça m'inspire à ce nombre de personnes. Donc, il y a ce côté, si tu veux, mais, et en même temps, je veux dire, il y a des leaders qui inspirent beaucoup de monde qui ne m'inspirent absolument pas, parce que je n'ai pas ces valeurs-là, encore une fois, et c'est pas dire que les gens qui sont inspirés par ce que je fais, par ce que je dis, ont plus de valeur que les autres. C'est juste que on est chacun sur notre chemin de vie, là où on en est. Une amie qui disait, on n'est pas tous au même chapitre dans notre livre personnel. Et c'est vrai que j'ai pas toujours été sur ce chapitre-là, évidemment pas. C'est un chemin. Mais après, j'ai envie de dire, moi, derrière tout ça, moi, j'aime utiliser le mot acteur de sa vie. J'aime l'idée de voir que je suis acteur de ma vie en essayant de mettre des choix les plus conscients possibles. Là, j'étais en mode automatique, j'essaie de l'être un peu moins. Je le suis évidemment encore dans un certain nombre d'endroits où je n'en suis même pas conscient moi-même. Ou que j'ai peut-être la flemme parfois de m'arrêter, de prendre ce temps-là aussi. Donc, être acteur de sa vie, c'est faire des choix, c'est s'entourer de personnes qui vont m'aider à faire les bons choix aussi, et c'est de sortir du triangle bourreau, victime, sauveur pour dire je fais des choix et j'ai assumé la responsabilité de ces choix. Les choix parfois sont joyeux, les conséquences sont joyeuses et c'est parfait. Parfois ça ne l'est pas. Et je vois effectivement qu'avec le recul, je fais un petit rétro. Je me dis, j'ai eu des intuitions que ça n'allait pas bien fonctionner avec cette personne-là, j'ai pas voulu écouter. Je me suis laissé prendre dans ses paroles, dans son discours, etc. Mais une partie de moi le sentait pas. Donc j'assume la conséquence, c'est peut-être pas marcher, etc. Donc être acteur, c'est aussi faire équipe avec les autres, mais c'est faire équipe avec la vie. Parce que moi, je crois vraiment que, plus profond de moi, que je suis pas grand-chose par rapport à cette intelligence supérieure auquel je n'associe pas de religion en particulier, personnellement, mais cette intelligence de vie m'a, m'a amené tellement de rencontres absolument improbables dans ma vie qui ont eu des conséquences incroyables que je crois vraiment qu'il y a des âmes, enfin pas des âmes, des guides, je ne sais pas quel mot utiliser, bienveillants, qui me veulent du bien et qui m'amènent, si moi je suis prêt à vouloir contribuer à un maximum de monde, qui vont m'amener les bonnes personnes, à aider à faire les bons choix pour amener ma plus-value dans ce monde-là, rayonner un maximum le qui je suis. Et voilà, donc c'est faire équipe avec tout ça, pas juste avec
je suis acteur de ma vie parce que je suis meilleur que les autres aussi, ou ça, ce serait de l'ego, avec beaucoup d'humilité, mais dire j'ai du pouvoir de créer une vie qui a du sens. Aujourd'hui, je vois que je suis d'un esprit d'abondance qui est tellement plus grand qu'à une époque, j'étais un esprit de manque qui était très grand. Je vois à quel point ça change la vie. Et l'instrument de cet esprit d'abondance, c'est la gratitude. J'ai de la gratitude pour tellement de petites choses qu'on pourrait dire, je prends enfin, petites entre guillemets, je pourrais me prendre l'exemple des montagnes qui sont devant moi, qui sont magnifiques. Ça fait 30 ans que je vois les mêmes montagnes. Ça fait 30 ans que je m'émerveille toujours plus devant ces montagnes-là. C'est toujours, a priori, c'est toujours les mêmes. Elles chantent moins vite que moi, en tout cas. Mais, je veux dire par là, c'est que l'émerveillement ne fait qu'augmenter parce que la gratitude fait qu'augmenter. Ce matin, j'arrosais mon jardin potager puis les fleurs. J'étais tellement belle ces fleurs. C'est déjà belle hier, mais c'est toujours belle aujourd'hui. J'ai toujours la gratitude de voir ces fleurs-là, tu vois. Cette capacité à s'émerveiller fait une vraie différence dans notre vie. Et je crois vraiment que nous avons à passer par ça. Et la gratitude, c'est aussi de l'exprimer à toi, à moi, à d'autres, le plus souvent possible, pas par stratégie, juste parce que c'est ce que je ressens au plus profond de moi. Bon, tu as déjà largement assez répondu à ma dernière question de fin. Qu'est-ce que c'est être capitaine de sa vie, même si tu as mis le mot acteur, mais c'est pas grave. Pour la forme, je te reposerai quand même la question pour que tu aies le mot de la fin dans Bien une sûr. réponse hyper. Comme ça, tu me mettrais une punchline. Euh, Dans ce que je retiens, il me reste juste enfin une question qui n'en est pas une, mais c'est trois inspirations, pas forcément liées au rapport à l'argent, hein, Oui. mais tu parlais justement de cette gratitude, etc. Quels sont les... Ça peut être des documentaires, des musiques, des lieux, des séries, ce que tu veux, mais quelque chose qui a compté pour toi et que tu nous recommandes sur notre chemin, comme ça, qui pourrait être source d'inspiration. Oui, alors ben, déjà une de lectures qui ont été importantes, c'est des lectures très connues, hein, ça peut être bateau, ce que je dis, mais en même temps pour moi elles m'ont vraiment fait bouger, c'est La prophétie des Andes déjà, de James Redfield, et puis Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh aussi. Ces deux livres ont été vraiment impactants pour moi aussi, je les ai lus et relus encore, et je pourrais certainement les relire encore et trouver plein de pépites aussi. Euh, Après, il y a des rencontres aussi, il y a des rencontres. J'ai la chance de faire des rencontres de gens formidables aussi. Euh, mais j'ai envie de parler, même si il y a de l'émotion qui arrive là. J'ai envie de parler de mon ami Claude, qui est décédé il y a maintenant juste après que je me sois fait licencier en 2009. Claude avait perdu sa femme et ses deux enfants dans un accident de voiture. Il s'était fait rentrer dedans par quelqu'un qui était un ivrogne, je dirais récidiviste. Et puis je l'ai connu peu de temps après cet accident-là, et cet homme-là a été une source d'inspiration incroyable pour moi parce que il parlait de la vie et de la mort avec un naturel, une tranquillité d'esprit, si tu veux. Il m'a fait découvrir des trucs. J'étais waouh, tu vois. Moi, je pensais que c'était, on osait jamais- il y a des sujets tabous et tout, et lui en parlait ouvertement. Et lui m'a amené beaucoup cette notion d'ouverture, qu'on peut parler un peu de tout ensemble. Et il y avait une chaleur humaine juste incroyable. Et voilà, j'étais profondément ému et touché de rencontrer cet homme-là et qui m'a vraiment fait avancer, si tu veux, à travers son propre cheminement et à travers sa capacité à partager son propre cheminement. Donc ça m'a aussi aidé, moi aussi, à partager le mien aussi en disant à un autre niveau, plus modeste, parce que j'ai eu la chance de vivre des choses beaucoup plus tranquilles que lui, mais comme de pouvoir partager aussi mes inconforts, mes apprentissages et tout, je pense que c'est vraiment bien, c'est nécessaire. Et puis la troisième chose, c'est que moi, je suis très sensible aux paysages. Je pourrais te citer plein de paysages depuis gamin, depuis enfant, des paysages qui m'ont marqué, mais il y en a un, je pense, j'en parlais l'autre fois avec dernièrement de mon ami Anne Guéquière, je sais pas si tu connais le podcast Métamorphose. Bien sûr, mais Voilà, comment? on parlait de ça ensemble et elle était dernièrement dans les météores en Grèce et j'ai eu l'occasion de voir ces météores aussi et c'est juste exceptionnel de voir que des moines et autres aient construit des monastères sur des pics rocheux comme ça et je me dis waouh, ça me met vraiment en lien avec à quel point nous sommes nous-mêmes nos propres limites, quoi. Et que regardons un peu ce que d'autres ont fait. D'autres ont fait des choses juste incroyables et invraisemblables et arrêtons de nous raconter des histoires et tout. Voilà, allons-y, quoi. Mhm. Merci pour ces partages. J'accueille et ton émotion et puis les sources d'inspiration. Tu m'as donné envie de relire La prophétie des Andes, voilà, au Ouais. moins. Donc merci pour ces partages-là. Je retiens
à la volée, c'est pas les seuls, mais j'aime bien faire des petits résumés comme ça de ce que j'attrape de notre discussion. Il y a bien sûr l'introspection, l'observation de nos comportements liés à l'argent, la communication avec les autres, dans le couple, dans l'entreprise, le fait d'être exemplaire, de voter avec notre carte bleue. J'aime bien ce concept aussi que notre pouvoir d'achat est notre pouvoir d'agir finalement aussi. Euh, J'aime bien l'idée aussi, à un moment donné, quand tu parlais de la librairie, là, de l'exemple de la librairie, parce que pour moi, c'est une vraie notion de leadership, de parfois agir contre ses intérêts personnels, c'est-à-dire que Mm. peut-être tu aurais plus d'intérêt voilà, promouvoir Amazon et puis ce qui vend le plus, mais par éthique personnelle, voilà, t'es congruent dans tes comportements. Je retiens aussi beaucoup, c'est quelque chose que ma coéquipière de vie a énormément et qui m'inspire beaucoup, cette gratitude, cet émerveillement de l'enfant. Je suis beaucoup ramené en tant que jeune papa à ça et je trouve ça magique de voir la vie à travers les yeux d'enfant. Mm. Euh, il y a un livre de Sylvain Tesson là, qui est sorti sur les fées. Je ne suis pas bon avec les Mm. titres, donc je ne me rappelle plus du titre. Mais voilà, pourquoi il n'y a que les enfants qui voient les fées finalement, et Mm. je trouve ça très inspirant. Donc merci pour tous ces apprentissages. Donc on peut retrouver tous tes accompagnements. Donc dans un instant, je te donne le mot de la fin sur la question, c'est quoi pour toi être capitaine de ta vie? Et ben, je remercie déjà tous les auditeurs, les auditrices qui nous ont et spectateurs et spectatrices qui nous ont suivis jusqu'au bout. Et puis, vous connaissez la petite musique. J'aime pas faire cette marotte, mais je sais qu'elle est essentielle de liker, partager, diffuser, parlez-en sur les réseaux sociaux, mais aussi à la machine à café. Et puis, surtout, moi, c'est un peu mon fuel à moi. N'hésitez pas à me faire part de vos réactions, de ce que l'invité a généré chez vous, parce que je crois que c'est un des points communs qu'on a Christian, toi et moi, c'est qu'on est assez attaché à cette idée de la contribution, d'apporter notre petite part. Et le fait d'avoir ces retours, de dire, tiens, ça m'a servi à ça, c'est un vrai bon pourboire plus qu'un pouce levé. Mm. Donc, merci à toi, Christian. C'est Juno conseil au singulier.com. Et puis, un livre à paraître bientôt, qui sera sorti au moment de l'apparition de l'épisode. Et si on parle cash, c'est ça? Pour les adolescents, absolument, pour Oui. les adolescents. J'aime Ouais. bien le dernier livre. Euh, Merci à toi. Je voulais finir personnellement sur une citation de Byron Katie que tu aimes bien. Quand on se bat contre la réalité, on perd, mais seulement 100% du temps. Mm. Voilà. Comprenne qui peut. Mm. Christian, encore une fois, un grand merci. Très honoré d'avoir pu échanger avec toi. T'es le bienvenu à la maison, à la capitainerie, quand tu veux, quand tu passes dans la région de Saint-Émilion. Ma coéquipière de vie est fan. C'est une groupie de Christian Junot. Donc voilà, merci à toi. Je te donne le mot de la fin. C'est quoi pour toi, Christian, être capitaine de sa vie? Alors, capitaine de sa vie, oui, je crois que j'ai déjà effectivement partie répondu. Mais c'est déjà juste s'autoriser à voir que chacune d'entre nous, sans exception, a une pépite, un diamant, et que quelque part, nous sommes venus nous incarner sur Terre pour rayonner ce diamant-là. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour le laisser enterrer, parce que ça n'a aucun sens. Et ce monde-là est en profond changement actuellement. Tout peut se passer. Moi, je reste positif et je suis convaincu que les choses vont bien se passer parce on va être de plus en plus nombreux à s'autoriser à rayonner qui nous sommes, rayonner qui nous sommes juste de manière naturelle, spontanée, et d'encourager les autres à le faire. Et je crois vraiment que être capitaine de sa vie, c'est s'autoriser à rayonner ce qui nous sommes sans limite, et c'est aussi ainsi permettre à d'autres de le faire. Et ensemble, effectivement, de tous ces, de voir qu'on est capitaine de quelqu'un et on est le matelot de quelqu'un d'autre aussi et de s'autoriser à changer toutes ces casquettes en permanence, qu'il n'y a pas de meilleur et de moins bon, il y a juste que des êtres humains qui, chacun à leur manière, essaient de contribuer au mieux à changer ce monde-là. Et tu feras un grand merci Oui. également à ta chérie également. Merci, Christian Junot. Merci.